La nature, en fait, pour moi, elle est aussi idyllique que ce qu'elle est violente. Et j'assume le mot violent. Qu'est-ce qu'il est plus important? Que je vive plus de 80 ans malheureux à courir comme le rat dans la roue ou à trimer puis on me donne une petite récompense. Je trime, j'ai de l'argent, je peux me payer des vacances. Je trime, j'ai de l'argent, je peux me payer des vacances. Ou alors, j'accepte que potentiellement je meurs demain, mais par contre, chaque jour de mon existence, je l'ai avec les pulsations du vivant. Soyez les bienvenus, j'espère que vous êtes accrochés. Nous allons aller dans les méandres de l'écologie, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants et comment est-ce qu'on peut changer ou transformer le système dans lequel on est. Mon nom c'est Vince, soyez les bienvenus, abonnez-vous, likez, commentez. Ici nous parlons de limites des ressources, limites humaines et limites planétaires. On est sur YouTube également en audio, sur Spotify pour ceux qui ont envie de ne pas trop utiliser de bande passante. Et d'ailleurs n'hésitez pas, si vous êtes prêt à nous regarder pendant toute l'émission, à réduire la qualité de l'image. Pas besoin si vous êtes juste là pour nous écouter pendant que vous cuisinez ou que vous êtes éventuellement dans les transports en commun ou en voiture. Vous pouvez passer à 240p, il n'y a pas de souci. Merci à vous d'être là. Accrochez-vous, on a Boris qui est avec nous. Salut Boris, comment tu vas? Salut Vince, très bien. Merci d'avoir fait la route depuis Nîmes. Bah, avec plaisir. J'espère que la conversation va être enrichissante pour nous deux. J'en suis persuadé. Écoute. On m'a parlé en bien de toi. Bon, tant mieux. Boris, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui t'ont jamais vu, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Qui es-tu et qu'as-tu fait dans la vie? Alors, qui je suis modestement un humain sur la planète. Et plus particulièrement, je viens d'une famille qui a un métissage culturel, avec une partie de ma famille qui a servi, dans différentes fonctions, que ce soit l'armée, les renseignements généraux, la CRS. Et ma mère a un peu fui ce milieu et à 21 ans est allée à Paris danser, a rencontré mon père qui créait des costumes, qui a bossé avec Chéreau, Mugler. Et en fait, du coup, j'ai grandi dans cet entre-deux, entre quelque chose de très créatif, où tu inventes un monde, il n'y a pas de limite à l'imaginaire, tu racontes une histoire, voilà, très hors sol aussi. Et un côté, faut servir, t'es au service d'eux, faut gérer la sécurité des gens. Et du coup, je dirais qu'autour de... Alors, j'ai quitté Paris à 13 ans, je suis passé de Barbès à Mas-la-Chantalette en Camargue, ça m'a fait très drôle, je n'ai pas super bien vécu au début. Et dès que j'ai pu, je suis reparti en ville, et là, du coup, j'ai mis en perspective et je me suis rendu compte que la ville... c'est pas du tout un écosystème. Et je me suis rendu compte de la présence de l'argent, de la consommation. Tu t'assois en terrasse en ville, alors dans la nature, tu te poses, tu regardes un paysage. Et du coup, autour de mes 20 ans, je me suis vraiment cherché, un peu perdu. Et en 99, il y a le naufrage de l'Erika, la tempête de 99. Et ça fait 1 an que mon père s'est donné la mort. Et du coup, il y a eu un ensemble où je me suis dit comment quelqu'un qui a bossé avec des grands noms, qui s'est réalisé dans la dimension artistique, sachant que l'art, c'est un peu l'aboutissement de nos civilisations. Tu peux avoir des artistes à partir du moment où tu as à manger, à partir du moment où la vie, elle te libère assez de temps pour que tu penses la société et le monde. Et donc, c'est un privilège d'être artiste et en plus reconnu. Et d'arriver à un non-sens, enfin un mal-être, un trouble existentiel au point que tu arrêtes ce battement de cœur qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, que pour le moment on n'a pas retrouvé ailleurs dans l'univers, en tout cas dans la partie infime de l'univers qu'on arrive à sonder. Et là je me suis dit non, la vie c'est pas la guitare. À ce moment-là je grattais la guitare, j'écrivais des textes, je faisais un peu de l'art plastique, tu vois, je me voyais dans... Et là je me suis dit non, c'est pas ça en fait. Et puis les drames écologiques, 3 ans après la crise de la vache folle, où on apprend qu'on file des squelettes broyés aux vaches. Enfin, tu te dis, mais dans quel monde on vit? Et puis tu vois tous ces pauvres gars et ces pauvres nanas dans la rue. Enfin, et là, ça m'a fait un gros tilt et je me suis dit, je me barre. Faut que je me barre, sinon j'explose et c'est moi qui vais couper mon existence. Et je suis parti en forêt à la montagne, dans les Alpes de Haute-Provence et dans le Var. J'ai trouvé un job en tant qu'animateur d'une ferme pédagogique et là, c'était vraiment tout s'aligner, quoi, en fait. J'étais connecté au vivant. Et depuis, la vie n'est pas simple dans la dimension matérielle, puisque on vit dans un monde d'argent, de carrière, etc. Un monde qui se complexifie, mais il y a quelque chose de serein. C'est que oui, en 1 an que j'étais dans la nature, j'ai vu naître et j'ai vu mourir. Et du coup, tu as cette brutalité, mais dans le sens noble du terme, pas la violence. La violence peut être brute. La brutalité, c'est tu reçois les choses, paf, tu vois. Et du coup, en fait, je trouve que ça m'a amené à une satisfaction dans l'existence.
Je sais pourquoi j'existe et bien sûr qu'au quotidien, il peut y avoir des frustrations. Tu montes tes projets, tu as tes petits espoirs et des fois, ça marche pas. Mais dans le fond, ouais, je me suis reconnecté au vivant et je pense que ouais, je fais partie de ces petites personnes qui ont réussi à toucher du doigt quelque chose de waouh que je souhaite à chacun. C'est très intéressant ce tool parce que sur Limite, on a beaucoup mis en avant les problèmes. Oui. On a beaucoup mis en avant une sorte de désespoir narcissiquement curieux parce que c'est excitant, effrayant et à la fois fabuleux et désastreux de contempler en fait les problèmes qu'il y a dans le monde. Donc on a creusé ça sur la biodiversité, sur l'écologie, en général sur l'environnement, sur les questions d'énergie, de climat, sur les questions humaines aussi, qu'il est important de montrer que d'autres voies sont possibles. Et aujourd'hui, on est beaucoup, et vous me dites un petit peu ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, bien sûr, qu'on est beaucoup dans le constat que les solutions proviennent du même milieu, une des institutions qui répondent à des besoins économiques. Et donc toutes les solutions viennent d'institutions qui cherchent à essayer de transformer, mais en fait pas vraiment, c'est-à-dire que c'est la continuité. Je donne un bête cliché, c'est le plastique est recyclé, il faut trier les déchets. Comme j'ai eu un petit moment de dissonance, nous sommes ici à Paris à l'Académie du Climat, et quand je me suis brossé les dents ce matin, j'ai vu qu'il était écrit sur le tube de brosse à dents veillez à fermer le robinet. Il est conseillé de fermer le robinet pendant que vous brossez les dents. Et moi j'ai dit mais tu me dis un truc, c'est logique pour moi, j'utilise un minimum d'eau. Et puis je me dis mais oh purée, les mecs pour continuer à vendre des tubes en plastique, pour continuer à en vendre partout, ils rejettent une responsabilité qui vaut pour que dalle puisque l'eau elle est globalement extrêmement perdue dans l'agriculture et dans l'industrie. Et nous aussi on a une responsabilité, mais ça vaut pour 10%. Et je me dis ils arrivent à faire ça. Et en fait c'est là que je me dis toutes les solutions qui proviennent de la technosphère, c'est des tentatives de continuer le même modèle. Mais toi tu as fait une rupture avec ça. Toi, tu as développé, tu fais partie, tu vas tout nous expliquer, parce que j'ai pas tous les détails, un écolieu. Et avant qu'on en parle, je voudrais un peu avoir ta critique de ce monde. Quand tu reviens ici à Paris, quand tu vois comment ça fonctionne, tu prends le métro, tu es dans la vie de tous les jours, tu vois les gens domestiqués à cette technocratie. Qu'est-ce que ça te fait ? Quelles sont les incohérences, quelles sont les dissonances ? On a un petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui te choque et qui te fait dire purée, les solutions ne viendront pas de ce système-là, de cette manière de fonctionner ? Alors, premièrement, à propos du dentifrice, tu sais que maintenant il y a des dentifrices solides où tu n'as plus besoin de. Pastilles. Ouais, voilà. Ouais, j'en ai à la maison. C'était l'anecdote. Jusque-là, j'étais en voyage, j'avais besoin. Mais bon, je l'ai fait passer pour les auditeurs. Deuxièmement, c'est plutôt simple de s'être concentré sur les problèmes. C'est, je crois, Einstein qui disait que si tu avais 1 heure pour résoudre un problème, bah, tu prends 59 minutes à bien identifier le problème et le comprendre et la solution viendra en 1 minute. Bon. Là, je mets ça sur la table parce que c'est important de comprendre les problèmes. Après, je pense qu'il est temps qu'on agisse aussi, qu'on passe maintenant sur la minute. Après, mon regard. En fait, je pense que il faut reprendre les fondamentaux en écologie. Je vais être très écologie. Génial. Voilà. Sur la bonne chaîne, avec une partie de mes croyances, ce que j'en déduis, mais en me basant autant que possible sur la science, de ce que j'ai pu en connaître et en comprendre. Donc, il y a eu tout un courant des évolutionnistes, avec Lamarck, Darwin, pour les plus connus, et qui nous expliquent qu'au fur et à mesure de l'évolution des écosystèmes, les espèces s'adaptent au changement des écosystèmes. Lamarck disait que la girafe veut brouter plus haut dans l'arbre et au fur et à mesure son cou va grandir, et Darwin nous disait, pour faire très simple, c'est des pensées beaucoup plus complexes, mais pour vulgariser, que à chaque naissance, il y a des petites modifications génétiques et que ce sont les êtres vivants qui, avec ces modifications, seront les plus adaptés aux évolutions de l'environnement qui vont survivre. L'humain a eu ce génie de sortir des cadres. Alors c'est pas nous qui avons inventé ça, mais on a prolongé l'usage de la pierre taillée, parce que les premiers restes de pierre taillée sont antérieurs aux premiers humains qu'on a trouvés. Et il a eu ce génie peut-être encore plus dingue de créer, de prendre le feu. Tous les animaux, tous les êtres, les végétaux brûlent au feu et les animaux fuient le feu. Oui. Et nous, on se rend pas compte aujourd'hui.
omniprésent. Mais c'est dingue. Tu vois, on dit « Ah, l'avion, c'est exceptionnel. Les mammifères volent, les chauves-souris volent, les insectes volent, il y a des poissons qui volent, les oiseaux volent. » On n'a rien inventé avec l'avion, quelque part. C'est extraordinaire, on n'a rien inventé. Le feu, on est les seuls. Et si tu veux, du coup, ça nous a énormément émancipés des possibilités qu'on avait initialement uniquement avec notre corps biologique. Il faut comprendre que l'outil, que ce soit la pierre taillée, le feu, puis après la métallurgie, puis la maison, puis les transports, puis aujourd'hui Internet, etc., c'est comme si ce que va mettre des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, des espèces à acquérir comme nouvelle capacité, nous, un outil, paf. Et en fait, l'écologie, elle étudie les interrelations entre les êtres vivants et leur environnement. C'est-à-dire la biologie va étudier la grenouille et l'écologie va étudier le comportement de la grenouille dans l'environnement pour voir qu'est-ce qu'elle modifie dans l'environnement ou comment l'environnement agit sur la grenouille. Parce que tu as toujours un échange. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a taillé des pierres, on a développé la capacité de gratter, de couper, de trancher, on a modifié nos comportements alimentaires et on a développé la chasse. Il y a des primates qui chassaient, mais l'humain a développé une capacité de chasse hors norme. Et du coup, on a été, en conséquence, des exterminateurs de certaines espèces. Et donc aujourd'hui, si tu veux, on a modifié... Déjà, on a eu la capacité de passer d'une espèce endémique, c'est-à-dire inféodée à un milieu, à une espèce ubiquiste, c'est-à-dire capable de vivre dans plusieurs milieux. Grosso modo, on a un peu envahi la biosphère. Il y a très peu de parties maintenant de la biosphère où l'humain n'est pas. On est au pôle Nord, on est dans le désert du Sahara. On est au fin fond des océans avec des sous-marins, on est dans l'espace. C'est extraordinaire, le génie humain est extraordinaire. Mais le génie humain, c'est le génie de la nature quelque part. On est biologique à la base. Et du coup, on a modifié nos écosystèmes, on a modifié notre environnement et à un moment, on en est venu à bâtir des villes. Et c'est assez récent, sur 300 000 ans d'histoire de Sapiens, sur 3 millions d'années d'humanité, d'hominidés, on a à peu près 8000 ans des premières cités. Et donc, en fait, quand j'arrive ici, pour moi, c'est ça. C'est comme si j'arrivais... comme si je quittais une prairie pour aller dans une forêt, ou comme si je quittais un océan pour aller dans une mer, comme si je quittais une plaine pour aller à la montagne. La différence, c'est que là, on est dans un milieu qui est modifié et qui n'est plus un écosystème. Un écosystème, c'est un système avec des interrelations et qui est vivant. Le système ville, si l'humain arrête d'agir, il s'éteint. Il n'y a pas de biodiversité derrière qui fait que le système est pérenne. Ah oui, c'est ça. Donc, si demain, il n'y a plus de camions qui viennent livrer la bouffe, terminé. Tu peux pas manger avec, on va dire, l'agriculture urbaine des toits de Paris ou de Bruxelles ou de Nîmes ou de... Exactement. Alors que si demain tu enlèves, je sais pas moi, la tribu du fin fond de l'Amazonie ou de l'Australie ou quoi, tu les enlèves, petite modification dans la forêt puisqu'ils ont des impacts. Mais la forêt, elle continue sans problème. T'enlèves telle espèce, pareil. Si t'enlèves les fourmis d'une forêt, ça va être compliqué. Mais la forêt ne meurt pas demain. Que la ville s'arrête. Oui. C'est ça qui me choque. La campagne s'arrête en fait. Exactement, parce qu'en fait la ville, aujourd'hui, on a tendance à la fixer que sur une partie du corps moderne. Je m'explique. On va dire que la ville, c'est la tête. C'est là où il y a... C'est vrai que s'il y a bien un avantage en ville, c'est la culture, c'est foisonnant. Oui. Mais de culture uniquement anthropique. Il n'y a pas de biodiversité culturelle, alors que la forêt, c'est un ensemble de cultures animales, végétales. Enfin, moi, je pense qu'il y a de la culture dans les autres espèces. Alors que si tu vas dans le champ, dans l'open field de ton maïs OGM, on va dire c'est la campagne. Non, c'est la ville quelque part. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de tracteur, ça fonctionne pas. Il y a rien de nature. On dit c'est la nature. Oui, parce que l'épi de maïs à la base il est naturel, mais là il est complètement transformé. C'est comme l'humain. Il est en monoculture et il n'y a pas de biodiversité et il a besoin des machines pour vivre. Arrête les machines, il vivra pas. Tu pourrais peut-être même pas le manger puisque c'est vrai qu'on fait pousser. Alors je donne vite une anecdote. On fait pousser de la nourriture pour les animaux. Et donc il y a du maïs qui est immangeable. Et je crois que moi j'ai eu une claque à mes 15 ans où il y a un champ de maïs. Et moi je vais me prendre un truc de maïs. Il se passe un truc. T'es content. Tu l'arraches, tu dis il a l'air bien mûr, tu l'arraches et tu veux le manger et il est trop dur. J'arrive pas. Et je me dis mais c'est quoi ce maïs ? Je le jette, je me dis c'est pas bon, je prends un deuxième, un troisième et je me dis bon je vais arrêter là, c'est trop bizarre. Et en fait j'ai découvert après, ces maïs c'est pas pour la consommation humaine mais pour les consommations animales. Et à ce moment-là je suis en mode ouais mais donc c'est à dire que quand t'es à la campagne, moi j'étais persuadé que vivre dans la campagne
faisait que si tu avais un problème, tu te nourrissais de la campagne. Mais non, même pas en fait. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis même les animaux, on leur fait manger beaucoup de céréales, alors qu'ils sont plus les ruminants, ils pâturent plus que manger. Ils en mangent des céréales, mais c'est pas les mêmes. Enfin, il y a tout qui est modifié. Et pour conclure donc sur la ville, mon regard, c'est que j'arrive dans un endroit qui à la fois me fascine dans le génie humain. Là, j'écris juste un petit texte que j'ai publié sur les réseaux où en fait, tu arrives dans le métro. Et moi, je prends à chaque fois une double claque, parce que je viens quand même pas souvent. Et c'est ce génie humain quand même de rentrer dans le sous-sol, un sous-sol complètement urbanisé. Il y a de la lumière sous la terre. Aujourd'hui, ça nous semble normal, mais on a recréé la lumière comme les étoiles, comme les constellations d'étoiles. On a eu ce génie de comprendre l'électricité, de la capter, de la faire courir sur des câbles en cuivre, de la diffuser. Et là, on est dans des sous-sols et il y a de la lumière artificielle. Il y a des métros qui nous déplacent. Il y a des élévateurs. Newton en perdrait son latin, quoi. Tu bouges pas et tu vas vers le haut. Ouais. La théorie des masses, là, c'est extraordinaire. Et donc, le métro, moi, ça me fascine par rapport au génie humain, la capacité qu'on a de comprendre des phénomènes. Par contre, pour moi, la ville, ça m'évoque ça aussi, c'est que, en effet, la biosphère, c'est complexe. Le cosmos est complexe, l'infiniment petit est complexe et on peut pas gérer tous les paramètres. Et le métro, même si j'ai l'impression qu'il y a eu des efforts de propreté, ça reste quand même assez sale, ça reste assez glauque, ça reste un univers, tu vois. Si demain je dois écrire une science-fiction sur le métro, moi j'irais pas imaginer Paul et Virginie, tu vois. Je verrais plutôt une dystopie à la Subway. Métro 2033. Ouais, voilà, tu vois. Et puis t'as ces pauvres gens qui dorment par terre et toi, soit tu t'arrêtes toutes les 5 minutes pour dire qu'est-ce que je peux faire pour aider ta vie et t'as plus ta vie, soit tu deviens vacciné du truc et tu deviens en fait apathique. Et du coup, je vois dans la ville comme une direction qu'on a pris, une direction qui, pour mon avis, doit nous montrer notre puissance dans la capacité créative, dans la capacité d'évolution, dans la capacité de mettre en commun, mais aussi qu'on touche des sciences. En fait, il y a la science, la connaissance, et il y a l'application de la science. Et dès qu'on a des bribes de connaissances, ah ça y est, j'ai compris des mathématiques, j'ai compris de la chimie, j'ai compris de la physique, super, on s'empresse et ça marche. Ouais, mais ça touche tellement de paramètres que ça modifie les choses. Et là, on se rend compte, on arrive à un niveau où on se dit, ça sent pas bon. Et ouais, ça sent pas bon du tout, parce qu'on a tout modifié. Et en fait, Ernst Haeckel, qui a défini pour la première fois la science de l'écologie en 1866, l'a défini comme c'est l'étude des interrelations entre les êtres vivants et leur environnement, parce que les interrelations sont conditions d'existence. Donc l'écologie, c'est l'étude des conditions d'existence. Or, nous, en ayant impacté les effets météo, la biodiversité, en ayant pollué énormément de cycles de matière, eh bien, on a modifié les conditions d'existence. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de se rendre compte, de mon avis, c'est qu'on a tous envie de se dire « Ah ouais, il faut intégrer l'écologie ». Mais en effet, notre modèle, et notamment le modèle commercial, c'est pas pour dire « Ah, l'argent c'est mal ». Non, l'argent c'est une super invention, mais à force est de constater que la nature fonctionne pas avec l'argent, qu'elle fonctionne avec l'interrelation directe, et que là, d'un coup, si on parle interrelation directe, c'est-à-dire au lieu d'aller au magasin pour acheter à manger, on va dans la nature puiser notre pitance, tout le monde se regarde en mode « Mais attends, moi je suis pas un animal, biologiquement je suis plus adapté ». Culturellement, c'est pas mon délire. Moi, je veux la société des loisirs. Et les entreprises les plus louables où les gens sincèrement vont dire, écoute, pour le moment, c'est l'argent qui équilibre. Tu veux quoi, l'armée à la place? Tu veux on remet les rois ou on fait du commerce? Bah moi, je veux bien essayer de faire de l'écologie, mais il faut bien que je fasse mon chiffre d'affaires. L'association, elle va être pareille. Il faut que je sois à l'équilibre. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout adapté à la biosphère. Donc, on est un peu dans cette schizophrénie où on essaie de faire des gestes. On informe, on fait de la RSE, et en fait, on voit le mur. C'est incroyable ce que je vous raconte parce que ça m'amène à constater cette déconnexion, à constater aussi que nous sommes une génération qui est née dans un contexte, de parents qui ont vécu dans un contexte, de parents qui ont vécu dans un contexte, et que donc tout ceci nous paraît littéralement normal. Tout à fait. Et que si on amenait quelqu'un du passé et qu'on le faisait voyager dans le temps, tu avais parlé de Newton qui serait en extase devant ses ascenseurs, je pense Einstein serait en extase devant pas mal de choses encore aujourd'hui, alors que c'est il n'y a pas très longtemps, on verrait tout de suite le gap et la grosse différence. Le problème qu'il y a aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on s'habitue. Je suis un enfant de la ville. Je suis né en 1986, j'ai connu un monde sans Internet, puis j'ai découvert l'Internet et je m'y suis habitué. Donc d'abord, je me suis habitué à la télévision, puis je me suis habitué à Internet, puis je me suis habitué au smartphone, tout en oubliant que tout ça m'a créé des nouveaux besoins et parfois je me replonge en me disant « Ouais, mais attends, avant c'était comment? Ah tiens,
Ah ouais, c'est vrai qu'avant, la perception du temps était différente et j'ai l'impression d'être littéralement domestiqué par la ville, domestiqué que ma façon de réfléchir est domestiquée par les téléphones au point que j'ai dû faire un effort sur moi-même pour retenir des informations quand je lisais parce que Google étant un disque dur une mémoire externe, externalisée, accessible, j'étais paresseux d'aller simplement tapoter sur Google. Je regardais des trucs sur Wikipédia, mais pourquoi retenir à partir du moment où l'information est accessible quand on veut? Quand on se retrouve dans un système où il y a plus de contraintes, là on est obligé de refaire tourner certaines machines, de faire retourner certaines choses. Et justement en parlant de ça, eh bien la ville, qu'est-ce qui se passe quand un gars comme toi berce entre plusieurs mondes? Je peux le dire, tu as parlé de sécurité tout à l'heure, un monde très rigide par de l'autorité, par des règles, par chacun a son rôle et personne sort de son rôle, et par un monde plus artistique, avec plus de biodiversité, j'ai envie de dire, qui s'entremêlent davantage. Donc tu as deux bagages, mais comment ça s'est passé quand tu as décidé de te dire, ok, tu sais quoi, moi je vais vivre ma vie et je vais aller vers l'essence même des choses. Et on va parler de cet écolieu que tu as développé et tu vas nous sortir absolument toutes les connaissances que tu as pu en dégager pour, pourquoi pas, amener des clés de lecture sur comment est-ce qu'on fait une véritable transition écologique. Pas une transition écologique au nom d'Emmanuel Macron ou de n'importe quel ou de Donald Trump éventuellement, ou Elon Musk ou d'autres. Et donc, première question, c'est comment s'est passée cette transition de ton côté, ce passage de l'autre côté? Alors déjà, je dirais attention sur un point, sécurité ne veut pas nécessairement dire autorité. Peut y avoir de l'autorité qui ne met pas du tout les populations en sécurité. Et je pense que on peut être sécurisant pour les autres sans nécessairement s'imposer par l'autorité. Après, on peut dire « Ah, cette personne a du charisme et dégage une certaine autorité. » Et en fait, sans que la personne commande, tu as envie, tu as été en confiance. Et je pense que c'est deux notions qui sont très proches. Peut-être, est-ce que c'est parce que certains régimes récents ont été comme ça? Mais je pense que c'est important de scinder les deux. Parce que, en tout cas, aujourd'hui, moi, je me sens plus en sécurité dans la nature, là où d'autres vont vivre un calvaire. Les gens sont en panique. Tout à fait. Petite virgule, il y a des gens qui font des crises de panique à partir du moment où ils sont dans un endroit où il y a des insectes, où il y a des, clairement. où ça grouille, ils sont en mode, voilà, je sais de mes propres yeux, et des sérieuses crises de panique où je me dis, ah, c'est peut-être une perte d'habitude, une perte de repères. Ouais, François Terrasson, La peur de la nature. Un de mes musts. Et il ouvre ça avec son livre, c'est vraiment une référence. La peur de la nature, François Terrasson. Alors, pour mon cas, c'est un peu particulier parce que j'ai eu d'abord la chance, en tant que petit Parisien jusqu'à mes 13 ans, de partir à la mer et à la montagne chaque été. La grande famille, les anciennes familles, un peu métissées espagnoles, où tu as toujours des tantes et des oncles à droite à gauche. Et j'ai eu cette chance. Donc, la nature, depuis mon enfance, a quand même eu ce côté vacances. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, et j'ai eu cette chance. Ensuite, il y a eu un deuxième facteur, c'est qu'à 13 ans, comme ma mère dansait, à 35 ans, tu fais plus grand écart. Et du coup, elle est redescendue dans le sud, puisqu'elle était originaire de Nîmes. Et elle s'est associée avec ma tante, qui avait des chevaux, et elles ont fait un petit centre équestre. Et donc, ça a été assez violent. Je suis passé de Barbès, Square d'Anvers, à Mas-la-Chantalette, donc en Camargue, où le premier village était à 3 km. Et là, je l'ai pas très bien vécu, mais il n'empêche que pendant 5 à 6 ans, je vais réapprendre à vivre, en fait, et au milieu des chevaux. Et du coup, presque malgré moi, je vais me lier d'amitié, de sympathie avec ces animaux. Et je vais avoir la capacité de lire un animal qui a mangé, qui a bu ou qui est pas bien. Je vais avoir des réflexes comme quand un cheval fait caca, tu regardes son fumier pour voir s'il n'y a pas des parasites, s'il n'a pas des coliques qui arrivent, parce que des coliques sur les chevaux, tout de suite, alors là, faut vite agir parce que le cheval risque de partir, quoi. Et donc, comme je le disais, malgré les couchers de soleil que je trouvais quand même extraordinaires, ça m'a amené une certaine sensibilité, mais je restais un gamin du modernisme. Comme toi, j'ai connu, les premières Nintendo. J'ai pas eu l'Amstrad CPC 6828, mais j'ai eu la Nintendo, puis après il y a les Mega Drive. Enfin, tu vois, on passait de 3 chaînes nationales à Canal+, puis après le câble, et puis Internet. Donc, à Paris, je mangeais McDo, c'était waouh, tu vois, c'était mon truc. Pour me faire plaisir, ma mère me payait un McDo. Et en fait, donc quand je me suis retrouvé à la campagne, dès que j'ai pu, finalement on s'est clashé beaucoup avec ma mère, et dès que j'ai pu, je me suis barré à Montpellier, retrouvé les copains qui étaient à la fac,
Et ouais, super, à moi, sexe, drogue and rock'n'roll, quoi. Tu vois, c'était voilà, le retour à la société de consommation. Et c'est là où vraiment du coup, j'étais dans une situation beaucoup plus modeste. Je vivais des bourses étudiantes, donc pâtes. Et j'avais même pas de quoi avoir 3 sous pour boire une bière. Alors, je veux pas me placer en victime parce que j'aurais pu bosser à côté. Mais comme je sentais que le monde allait pas, je trouvais que travailler, c'était se soumettre au système. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent, mais c'était mon cas à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, waouh, en fait, ouais, tout est système, tout fait système. Et c'est vrai que tout fait système. C'est d'ailleurs ce qui est génial. Et c'est ce qui est difficile, c'est que comme tout fait système, t'as une force cinétique qui fait que ça va dans une direction et pour réorienter, c'est chaud. Et du coup, bah, là, j'étais en train de m'autodétruire, quoi. Je fumais pétard de longue, boire tous les soirs, à 20 ans, tu vois, c'est triste. Et en fait, le suicide de mon père m'a mis un détonateur. Donc j'ai eu cette malchance, mais qui a été aussi quelque part une chance. C'est dur à dire, triste à dire, mais par rapport à d'autres, bah, j'ai été face à la chose, avec cette dimension artistique. C'est-à-dire, attends, là, je suis en train d'écrire des chansons en disant, il y en a marre du système, il faut quitter Babylone pour aller dans la nature. Mais en fait, exactement. Mais moi, je suis dans un HLM. Je consomme mon Toshi et j'ai l'impression d'être un grand rebelle quand je fais pousser ma bœuf. Et je bois mes bières, je vais au concert où on dit Révolution et on a payé notre place, on a bu notre bière, mais j'ai acheté le t-shirt du groupe que je kiffe. Et notre vie, après, on va au turbin ou alors on fait du business. Tu vois, t'as ceux qui sont un peu sérieux qui vont au turbin, qui font avancer un peu le système, bon an, mal an, et les autres, on se croit encore plus fort, on fait un peu des affaires, parce qu'on n'est pas système. Arrête, tu fais quoi de ton argent? Tu consommes. Ouais, c'est ça. Bah, et du Bob Marley était sur une maison de disques, hein. Et limite est sur YouTube. Et du coup, en fait, là, avec l'Erika, c'était trop parce qu'il y a eu la Moco Cadiz en 78, Tchernobyl en 86, et pour moi, c'était des accidents. Quand l'Erika fait naufrage de nouveau aux abords des côtes bretonnes, je me dis là c'est plus un accident, c'est 2 fois et c'est pas les premiers pétroliers. Là on parle de la Bretagne, mais du coup c'est systémique. Et là j'ai eu la colère et je commençais à tout casser dans mon appartement. Ma pauvre ex-compagne, j'ai dit mais toi dans la salle de bain n'interviens pas. J'ai vidé ma colère, ce qui était pas malin. Mais après on a des parcours, on a des blessures, on a voilà. Et heureusement, j'ai eu la chance que ma mère a senti que là, ça partait vraiment en sucette. Et du coup, elle a appelé une amie sa fille bossait dans un centre équestre. Et voilà, il y avait une place pour moi parce qu'il trouvait personne pour s'occuper d'une ferme d'animation. Tu devais rester 1 mois seul à la montagne à t'occuper des animaux. Pour moi, là, du coup, c'était le rêve. Et du coup, comme j'étais classé, on va dire, petite délinquance, bah ils m'ont fait bosser à l'usine pour tester parce que là j'allais accueillir des enfants, il fallait aussi se tenir, tu vois, j'étais embauché, il fallait compter sur moi. Et du coup j'ai bossé 2 mois à l'usine et j'ai fait mon job, je suis rentré dans le système parce que je savais qu'à la clé c'était une forme de liberté. Et après pour moi tout a été facile, c'est-à-dire que même toutes les galères que j'ai pu vivre ou que je peux vivre encore, ça veut pas dire qu'elles vont pas me faire mal. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments qui vont être durs. Je me suis séparé de mon ex-compagne alors qu'on avait un enfant. Aujourd'hui, l'écolieu, il se passe des choses extraordinaires, mais t'es quand même face à une obligation de résilience économique, t'es face aux réalités de l'écologie, t'es face à beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de ta culture. Les gens de la ville te disent « Ah, je t'adore, mais t'es un peu trop ». Les gens de la campagne disent « Je t'adore, mais t'es un peu trop, t'es nulle part, hein, t'es tout à la fois, t'es partout à la fois, nulle part à la fois ». Donc je veux pas vendre le truc en mode « Oui, peace and love, vous allez voir, c'est le petit monde… de oui et sa voiture jeune, pas du tout. Mais par contre, ce passif fait que je sais pourquoi j'ai placé mon existence ici. Et du coup, ça a été très facile dans ma transition. C'est le sens, pourquoi tu fais ça. Après, la forme, on va en parler. Mais pour moi, c'est ça que j'invite tout à chacun à vraiment se questionner. C'est quand on va mourir, parce que c'est ça aussi, c'est que mon père m'a renvoyé à la question de la mort, en fait. Et les civilisations changent vis-à-vis de la compréhension qu'elles ont du monde et de l'appréhension qu'elles ont de la mort. Et moi, l'appréhension que j'ai eue de la mort, c'est waouh, on arrive à être triste au point de mourir avant l'heure.
Et en fait, on est tellement triste qu'on a besoin de boire des bières. Enfin, moi, j'étais dans ce monde bière, joint, concert alternatif. Genre d'exclusion. C'est ça, mais d'autres vont s'enfermer dans la carrière. Combien il y en a qui sont des très bons citoyens, mais en fait, derrière ça, ils ont une souffrance, ils compensent à mort, tu vois. Et en fait, c'est quoi notre existence? Le jour où ça s'arrête, si une fois, j'ai fait un rêve, désolé, ça va peut-être être un peu, après on passera aux oiseaux et tout, ça sera, mais parce qu'on passe pas de la société de consommation à la vie un peu sauvage comme ça, donc il y a eu du dark, hein, c'est clair. Mais un jour, j'étais tellement mal dans ma peau à cette époque que j'ai rêvé que je sortais donc d'une pièce avec des potes, et on entend une bagnole arriver avec des pneus crissés, et puis on entend des coups de feu, et on se dit, ah, couchez-vous. Et en fait, dans mon rêve, j'entends, et la balle traverse, désolé, hein, je vais te faire tomber le dimanche. Ça rêve, t'inquiète, ça va, la balle traverse. Et en fait, je me dis, je meurs. Et tu vois, j'ai eu ce moment où, même si c'était un rêve, sur le coup, moi, je vis mon émotion, je meurs là. Et je me réveille et je suis en larmes et tout, et je me dis, oh, ça va pas trop dans la vie, mais en fait, du coup, je me suis dit, là, prends-le comme un cadeau. Tu meurs, prolonge. À quoi tu penses? C'est quoi ta vie là? Saisis-le, saisis cet instant, il te reste 3 secondes, c'est quoi ton plus beau souvenir, c'est quoi ta vie? Et du coup, ça a été détonateur. Et je me suis dit, si à partir de maintenant, il me reste 1 an à vivre, qu'est-ce que je veux vivre absolument par-dessus tout? Et là, c'était terminé, la carrière, je m'en fous, l'argent, je m'en fous. Effondré. Tout ça, ce sont des moyens. Moi, ce que je veux vivre, c'est quoi? Et en fait, je me suis dit, bah déjà, il y a tellement de choses à faire que je sais pas, mais déjà, je veux pas détruire, je veux pas faire du mal. Donc, j'arrête de défoncer la nature. Ensuite, voilà, un lever de soleil, un coucher de soleil, un oiseau qui s'envole, boire de l'eau, respirer le grand air, avoir de l'horizon, sentir t'as froid et puis le soleil se lève, c'est très chaud, juste ça, tu vois. Et puis après, bah, t'apprends à faire. Après, je suis parti avec les bergers, t'arrives à rentrer en symbiose avec les brebis, tu comprends comment elles fonctionnent, tu les amènes, ça les nourrit. T'es avec le chien il te montre plein d'astuces, tu vois ce que les animaux mangent, enfin, je sais pas, alors là, si tu me fais partir là-dessus. Mais tu as trouvé du plaisir et du chemin qui t'amène vers le bonheur. C'est cette reconfiguration en fait de notre plaisir qui, je trouve, est un des plus grands défis dans lequel je suis encore engouffré. J'ai beaucoup raconté ça dans des vidéos, par écrit, etc. Le fait que le monde dans lequel on est, quand on vit dans une ville et où que ce soit à l'échelle mondiale, surtout chez les 10% de l'humanité, donc les pays de l'OCDE, Occident, on a tellement accès à une profusion de divertissement, à des repas gastronomiques, on suscite constamment des petits plaisirs court terme, mais on se rend compte en fait qu'on est dans une boucle sans fin, on est dans un schéma sans fin qui fait que tu veux toujours faire une croissance alors que bon, on grandit, on se taille et puis on meurt. Mais là, c'est comme si on voulait à chaque fois vivre des expériences un peu plus folles, un peu plus incroyables, avoir telle opportunité en plus, une plus grande voiture, partir en avion beaucoup plus loin, peut-être partir dans l'espace avec Jeff Bezos et Elon Musk, ce genre de choses, mais que ça n'a jamais de fin, en fait. Quel que soit le niveau socio-économique où tu es. Et que on s'aperçoit très vite, peut-être certains, peut-être d'autres plus rapidement que d'autres, peut-être vous, de l'autre côté de la caméra, ou en tout cas de cet audio qui nous écoutez en podcast, de se dire, c'est pas là-dedans que ça réside. Et quand on se rend compte de ça et qu'on tourne en rond, en fait, on est dans un cercle vicieux du malheur, un peu, du négatif. Et c'est le courage qu'il faut, parce que quand on est mal, en fait, ce qui se passe, quand on se dit que c'est absurde, tu ouvres une canette de coca et t'es reparti, quoi. Tu vois, tu rachètes de nouveaux jeux vidéo et t'oublies un instant, t'as le plaisir instantané du moment et c'est reparti. Mais dans notre vie quotidienne, il y a des choses qui nous rendent heureux et qui sont décarbonées, qui sont respectueux du vivant, qui sont, juste regarder ton enfant qui joue au foot. C'est décarboné comparé et beaucoup moins cher que comparé à un gros match du Real Madrid contre Barcelone, où tout le monde est là, ouais, et tout. Mais on arrive à avoir le même niveau de plaisir quand on voit ses proches, son frère, on va voir un petit match local, de son petit club de foot, de la localité, et ça provoque la même chose. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais c'est intéressant, il est possible effectivement de démanteler et de retrouver du plaisir dans autre chose. Ce que tu as fait, et maintenant, explique-nous, c'est quoi cette vie dans cet écolieu? Comment ça se passe psychologiquement, socialement parlant, en termes d'organisation? Tu n'es pas tout seul, j'imagine. Comment ça se passe dans l'organisation? Quel type de gouvernance est mise en place? Et comment est-ce que vous faites pour... Alors, c'est pas une autonomie parfaite, je pense que l'autonomie parfaite n'existe pas. Mais comment vous avez... tu as l'air d'hésiter, c'est intéressant. Ma question, quel est votre degré d'autonomie? Qui est, je pense, le Graal que toute personne essaye d'atteindre, soit dans son projet, soit rêve sur papier en se disant, bon, si je quitte toute cette vie, ce bullshit job, et que je peux vivre dans une forme d'autonomie,
je le fais, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de cette vidéo et de cet audio, bien sûr. Alors, du coup, déjà, sur le plaisir, j'aime bien distinguer le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est événementiel, éphémère. Le bonheur, c'est une architecture qui peut être longue à mettre en place, mais qui te crée un environnement qui fait que tu as une satiété de plaisir continue. Je m'explique. Tu peux en effet prendre plaisir à une partie de foot. Tu peux vraiment prendre du plaisir. Et quand je vais planter un arbre, si l'arbre a pris, pour moi, c'est du bonheur. Parce que la partie de foot, quand elle s'arrête, tu passes à autre chose. L'arbre, quand tu l'as planté, que ça y est, il a pris, à moins ce qui est vraiment une catastrophe qui amène, ça te dépasse. Mais s'il a pris, tu peux passer à autre chose, ça continue. Et un de mes plus grands plaisirs, c'est le matin de marcher dans l'écolieu et au fur et à mesure de voir les soins qu'on a apportés aux vivants et justement ce qu'on appelle l'autonomie. Alors, moi, je pense que l'autonomie, elle est bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Elle existe très largement. Après, nous, on est en transition, on va y venir. Mais justement, je prends plaisir à voir le soin qu'on amène à la nature, la régénération de la biodive, de la biomasse, et en même temps, justement, notre capacité pas à pas grandissante à faire avec la nature. Ça me permet aussi de dire que j'aime pas trop parler d'autonomie. On en parle parce que c'est un langage commun. Mais pour moi, on n'est pas autonome. Parce qu'en fait, dans notre culture moderne, comme on conjugue, on a un langage complexe qui conjugue. Dans la conjugaison, on utilise le je, le tu. Donc, dans notre culture, mon corps, c'est Boris. Mais en fait, dans la réalité, si... c'est ce que j'appelle l'écologie quantique. Je me marre à dire ça. Il n'y a rien de scientifique. Mais ça, ouais, c'est ça, les poils vont s'hérisser. C'est un peu le chat de Schrödinger. En fait, tu te balades dans ton verger, il y a une pomme sur l'arbre. La pomme, quelque part... Elle est là, elle est pas là. Non, c'est pas ça. C'est la pomme, elle est sur l'arbre, mais elle est bientôt dans ton ventre. Donc, est-ce que la pomme, là, quand tu la vois, elle est pomme ou elle est déjà Boris? Et en fait, derrière ça, ce que je trouve puissant, c'est qu'en fait... du coup, tu te dis, mais mon corps, il s'arrête pas à mon corps. Et mon moi, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est que c'est le tout. Et en fait, on n'est que des carrefours de flux. Et pour moi, ça, c'est vraiment clé parce que c'est puissant. Souvent, on me dit, mais tu te sens pas seul dans la nature. Mais si tu vois que la vie humaine, bien sûr que tu es isolé. Mais moi, mes potes, c'est les arbres, c'est les écureuils. Et puis les arbres, il y a tellement d'essence d'arbres. Et puis d'un arbre à l'autre, c'est pas le même. Et dès que tu commences à comprendre, à lire ça, tu te dis, ah, lui, il a fait comme ça pour choper le soleil. Tiens, là, il y a un pic qui est venu creuser un trou. Enfin, c'est infini. C'est infini. Et du coup, plutôt que l'autonomie, je pense qu'on peut parler d'autonomie vis-à-vis de quoi? Du système argent. Parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment trop dans un système d'argent. Mais en fait, on se détache d'un engrenage d'interrelation commerciale pour rentrer dans un autre système qui est l'interrelation, en fait. Quand on va dire « Ah, je suis autonome parce que je produis mes légumes avec mon potager », non, t'es pas autonome parce que tu dépends strictement de l'écosystème. Par contre, tu as appris par un nouveau principe d'interrelation avec le vivant à générer ton alimentation. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on regarde plus loin que l'autonomie parce que tu peux très bien appauvrir tes sols au fur et à mesure que tu les cultives. C'est cool, tu es autonome, mais pour combien de temps? Donc pour moi, c'est là où maintenant on peut rentrer dans l'écolieu, c'est que pour moi, écolieu, c'est la contraction de lieu écologique, donc ça doit être un lieu qui est capable de répondre aux besoins humains à partir des écosystèmes présents de l'écolieu, répondre à tous les besoins humains tout en améliorant la biodiversité. Ça, c'est l'indicateur qui est clé. On peut plus créer des sociétés où on parle d'intelligence collective, d'humanisme dans la définition que l'humain arrive à s'améliorer tout le temps en détruisant autour. On ne peut pas parler de paix quand des gens ont fait la guerre à ce qui nous entoure. On ne pourra pas avoir des populations émancipées avec une variété de cultures et du métissage tant qu'on n'est déjà pas capable de vivre avec les autres espèces vivantes. Et je trouve que c'est super ce qui se passe autour, par exemple, de la question de la viande, de ne pas manger de viande. Mais je trouve que c'est totalement incomplet si, ok, je mange pas de viande, mais j'ai pas un mode de vie avec le vivant. Le renard, le loup, eux, ils mangent de la viande, pourtant ils sont écolos. Le loup et le renard, ils créent pas de la pollution, ils font pas chuter la biodiversité et ils génèrent pas des émissions de gaz à effet de serre, pourtant ils mangent de la viande. Donc, en fait, si on va vraiment dans un absolu, la question, elle est ailleurs. La question, elle est de rentrer dans cet ensemble d'interrelations et de devenir un acteur de cet ensemble d'interrelations et que nos actions génèrent de la vie plutôt que de générer de la mort. Ceci dit, dans le contexte actuel, je trouve très bien d'arrêter de manger de la viande. C'est complètement cohérent. Mais l'écologie va plus loin.
Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors sur l'écolieu? Ou peut-être tu veux qu'on prenne une respiration? Non, j'adore. Allez, super. Moi, je plonge, hein, et ça m'amène sur forcément plein de questions. C'est pour ça. Mais j'aime bien quand l'invité explique. J'aime bien le laisser expliquer tout son cheminement. Ça m'arrive d'interrompre quand même de temps en temps, mais là, je trouve ça intéressant. Après, pour vite faire une petite aparté dans ce que tu dis et pour te relancer justement. Tu as raison quand tu mentionnes que l'autonomie sont des termes aujourd'hui qu'on aime bien utiliser et dévoyer, surtout dans les institutions. On parle de souveraineté en énergie, d'une autonomie alimentaire. On parle beaucoup de ça aujourd'hui, oui, d'échanger les systèmes pour avoir une autonomie alimentaire, alors que l'autonomie, globalement, c'est comme si ce mot n'avait jamais existé dans les histoires humaines parce qu'on était toujours interdépendants de quelque chose. Alors c'est peut-être mieux, effectivement, dans notre sémantique de ville et d'institutions et de technocratie, de commencer à dire oui, nous devons gérer nos interdépendances. C'est peut-être que ça nous sortirait de notre anthropocentrisme en quelque sorte. Pour finir sur le volet civilisation, constat et passer après vraiment sur le côté concret de l'écolieu, si ça te va, je pense que en fait, on est à l'orée d'un changement de civilisation, pas de société de civilisation. Je m'explique. C'est encore plus gros. Ce qui est encore plus grand. Je m'explique. Il y a eu, vulgairement parlant, j'aime pas ça, mais on va rester simple, la préhistoire. C'est-à-dire, on a pris grosso modo quasiment 100% de l'histoire humaine, on dit non mais ça c'est la préhistoire, il n'y a pas encore la sédentarisation, l'écriture, l'argent et les villes. Bon. Mais soit. Et puis les villes vont émerger. On va se sédentariser parce qu'on va comprendre le principe génétique des végétaux. En tout cas, une partie de ce principe des végétaux, on fait de l'agriculture. On se sédentarise autour de l'agriculture. D'abord autour de la pêche, un peu, certains autour du silex, mais nous, autour de l'agriculture. Enfin, c'est l'agriculture qui va favoriser cette sédentarisation. Du coup, on va créer une première civilisation qu'on nomme dans le langage commun. Je vais rester sur l'Europe parce que je suis pas historien, je sais pas comment ça s'est fait ailleurs, mais on va nommer ça l'Antiquité. Voilà, les premières villes, ce qu'on appelle première civilisation avec de l'écriture, etc. Et puis, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de créations, de la philosophie, de la politique, de la science, etc. Et on se cherche un peu dans la manière de gouverner. J'entends pas forcément les chefs. J'entends comment fonctionne la société. Et puis, on s'organise par caste, par classe. Et puis il y a l'armée, l'expansionnisme romain qui va un peu s'imposer. Et puis, il y en a qui vont commencer à se dire, ouais, mais le sens dans tout ça, l'existence. Et un jour, il y en a un qui arrive et c'est Jésus. Et alors, pourquoi lui, etc. Toujours est-il qu'il va générer un impact sur la dimension spirituelle avec un autre rapport à la mort. Pourquoi on a créé des civilisations? Parce qu'à partir du moment où on a fait de l'agriculture, on savait qu'on pouvait stocker du grain. Et entre être nomade, moi je suis pas d'accord avec Harari. D'ailleurs, j'attends que Harari parte nomade. Vraiment, je le trouve érudit. Mais quand il dit pourquoi l'humain a fait de l'agriculture alors que c'est beaucoup moins bien que les chasseurs-cueilleurs, vas-y, va faire chasseur-cueilleur, juste un instant. Oui, il y a beaucoup de critiquer effectivement sur ce postulat-là. L'agriculture, tu stockes. L'hiver, tu manges. Quand t'as la dalle parce que c'est la neige, il faut voir pourquoi ils ont défoncé les mammouths. Parce que quand t'as un mammouth qui passait, t'avais de la peau, de la graisse, des os et de la bouffe. Je pense que tout végé qui se respecte en étant à l'époque de Wurm, de la glaciation, quand tu vois un mammouth, t'y vas, quoi. Et le truc que je veux dire par là, c'est que du coup, l'agriculture, il y a eu un autre rapport à la mort. On s'est dit, ouais, bien sûr, l'agriculture c'est génial, on fait des céréales, on peut stocker. Et en fait, comme sous l'Empire romain, pour prendre de la place, fallait être fort, c'était le militarisme, expansionnisme, tout était un peu autour de l'argent, la violence, tu vois, le chef. Et il y en a, dont Jésus, qui sont arrivés, qui ont dit, oui, mais il y a autre chose, il y a une vie après la mort. Ouais. Et du coup, on a glissé vers le médiéval. Parce qu'en fait, on s'est dit, ah oui, en fait, mourir jeune, c'est moins grave du moment qu'on est vertueux parce qu'il y a une vie après la mort, il y a un grand tout. Ça a créé du sens. Ça a créé du sens. Pourquoi on existe? Qui a créé tout ça? Alors avant, il y avait la mythologie. Bon, bref, j'ai pas allé plus loin puisqu'en plus, je suis pas expert là-dessus, mais il y a eu un glissement culturel dans le rapport à la mort. Et puis, après, t'as eu, en effet, la grande peste, où, mince, il y a des gens hyper pieux qui meurent et des bandits qui meurent pas. Et puis, il y a eu ces médecins qui, à l'époque, ont enfreint les règles, toutes les règles, pour aller disséquer des corps. Le courage qu'ont eu ces gens, c'est incroyable. Tout comme les proto-chrétiens, tout comme les proto-agriculteurs. Tous ces gens ont eu un courage incroyable d'aller challenger la mort, essayer de comprendre la biologie du corps, et petit à petit la médecine a évolué, et puis on observait les étoiles, et Copernic a dit mais c'est pas la Terre au centre de l'univers, c'est le Soleil, et révolution copernicienne. Et la science a pris le pas sur la mystique,
Et petit à petit, en fait, on est passé du curé qui allégeait nos peines au docteur qui allégeait notre biologie. Et du coup, on s'est réfugié vers une autre civilisation par rapport à la mort. C'est-à-dire que le modernisme a ça de géant. C'est que, du coup, on s'est dit, mais attends, si on comprend le corps humain, on peut vivre plus longtemps. Et si tu es pieux, en plus, tu rejoindras le paradis. Donc, on a basculé vers la science et vers l'application de la science à travers la biologie, la physique. On a créé des maisons avec des chauffages, et puis petit à petit, on a touché à tout. Et le modernisme répond au rallongement de l'espérance de vie. Totalement. Sauf que c'est le rallongement de l'espérance de vie des plus riches, déjà, des humains. Et là, mince, il y a un bug dans le logiciel, la biosphère se meurt. Comme on dépend des conditions d'existence, si la biosphère meurt, on meurt. Donc on est en train de paniquer en mode « Ah mais il faut refaire avec la nature, oui mais si je refais avec la nature, je meurs. Ah oui mais si tu restes en ville et dans ce mode-là, alors si tu vas à la campagne pour refaire du blé comme on a dit, c'est la même chose, mais il faut qu'on repense notre logiciel en intégrant la biodiversité et du coup on est déchiré entre deux voies où on pense qu'on va mourir. Et moi, ma croyance, c'est en effet que peut-être que l'avenir, enfin pour moi, on arrive vers une autre civilisation qui va être celle de l'écologie. Il n'y a pas de négociation possible avec la biosphère. Elon Musk a peut-être raison, hein, peut-être que le futur de l'homme, c'est de partir dans l'univers, mais quand je vois ce qu'il faut consommer sur la planète, elle est déjà amorphe, la planète. Et on ne sait même pas faire une base sur la Lune. Donc, vu le temps qui reste, je pense qu'il vaut mieux s'assurer l'existant plutôt que de vouloir inventer quelque chose qui n'existe même pas. Ouais. Et du coup, je pense qu'on est à l'ouverture d'une nouvelle civilisation si l'humanité survit, parce que c'est ça, quand le GIEC dit qu'il faut retrouver le seuil équivalent des émissions, du taux d'émissions de l'ère pré-industrielle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que l'industrie a passé un cap. Donc ça veut dire qu'il faut revenir aux Amish, hein, grosso modo. Et du coup, il n'y a pas de négociation possible là-dessus. Et bon, moi j'ai trouvé émancipation, mais pourquoi? Parce que je me dis, qu'est-ce qui est plus important? Que je vive plus de 80 ans malheureux à courir comme le rat dans la roue ou à trimer puis on me donne une petite récompense. Je trime, j'ai de l'argent, je peux me payer des vacances. Je trime, j'ai de l'argent, je peux me payer des vacances. Ou alors, j'accepte que potentiellement je meurs demain, mais par contre, chaque jour de mon existence, je l'ai avec les pulsations du vivant. C'est-à-dire que au printemps, je vois tu vois là, on est dans une période, il fait froid et des fois il y a du chaud. Tu vois les bourgeons qui commencent à se faire de certaines plantes. Et tu dis, voilà, la puissance, moi je rentre chez moi le soir, je fais mon feu. Les arbres, ils sont dehors, ils ressentent tout ça, ils s'enfoncent dans la terre, ils s'étirent vers le ciel. Et moi je trouve que c'est un miracle que je vis chaque jour. Et j'espère vivre, voir mes enfants grandir. Mais si je meurs, j'aurai au moins la satisfaction d'avoir eu du sens dans ma vie et surtout de ne pas avoir ronger l'espérance de vie de mes enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de civilisation, on est face à l'égoïsme ou à l'altruisme. Soit on continue à vouloir vivre longtemps, individuellement, aux dépens des autres humains, des autres espèces de vie et de nos enfants, soit on accepte quand la mort vient, on va pas la chercher, on va pas la provoquer, mais quand elle vient, bah, est-ce que j'aurai cette sagesse, Vince? Là, je te dis ça, c'est théorique, mais j'aimerais vraiment mourir avec cette grandeur d'âme, de me dire oui, je suis triste de partir maintenant parce que la vie est belle, c'est un miracle et ça s'arrête. Mais j'accepte au nom des générations qui sont là et qui vont arriver et pas que les générations humaines. Oui, parce que notre dette et notre dette écologique, c'est sur ceux de demain et en fait on prend et on se dit c'est des gens qui existent de toute façon pas, mais qui vont exister. Et ce qu'on est en train de faire pour les générations à venir, c'est effroyable. Souvent, c'est ça qu'on a du mal à percuter, y compris même pour nos enfants. C'est la génération à venir, elle est là, elle grandit. Comment ça se traduit ton écolieu? Depuis combien de temps il est en cours? À quoi ça ressemble? Qu'on puisse un peu se projeter. Et un jour peut-être qu'on viendra te visiter. Ah ben carrément. Ce serait énorme. Faire une série limite depuis les Cévennes. Alors là, ce serait vraiment énorme. Mais c'est quoi la particularité de ton écolieu justement? La particularité, comme je le disais, c'est que on va dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos besoins, réfléchir à biodiversité. Donc on a acquis un lieu de 8 hectares. Avec un petit masse de 200 mètres carrés. On a eu cette chance de pouvoir acquérir ça. 8 hectares, ça fait combien de mètres carrés encore? 8 000? Alors, 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est 100 mètres sur 100 mètres. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, tu as 800 mètres sur 800 mètres. Pour la faire vulgairement, ouais, c'est ça. Voilà, il faut que je retourne à l'école pour rappeler des trucs. Ok, super, c'est grand. C'est grand. Il y a de l'espace.
Comment vous faites pour vous cultiver quoi? Comment vous y bossez? Quelle organisation? Parce que tu as beaucoup parlé d'argent tout à l'heure. Tu avais dit ouais, mais justement l'argent c'est pas un souci. Les notions d'argent sont encore présentes dans l'écolieu? Bien sûr. À ce jour, si un écolieu est un lieu écologique, incluant l'humain, parce que tu vas pas dire que le terrier du renard c'est un écolieu, pourtant c'est un lieu écologique. Donc dans ce qui est non dit, écolieu ça veut dire un lieu écologique avec des humains. À ce jour, désolé, à part quelques tribus, il n'y a pas d'écolieu. Et certainement pas en France, et Tikamondo n'est pas un écolieu. Parce qu'à ce jour, on n'y est pas encore. Par contre, on est chemin faisant. Et donc, nous, la particularité, contrairement à beaucoup d'autres écolieux qui sont très souvent des beaux projets implantés dans la nature, nous, on veut vraiment qu'à terme, on n'ait plus besoin d'argent, pas par le rejet de l'argent, mais par l'attirance à cette fonction écologique d'interrelation. Du coup, on s'entoure de scientifiques et j'en profite pour remercier le Parc national des Cévennes qui est vraiment derrière nous, l'IMT des Minales, qui nous aident justement à penser procéder, à réfléchir aux impacts, à avoir de la méthodologie autour de ça, à se poser les bonnes questions. Et l'idée, c'est que quel que soit notre besoin, de réfléchir à l'impact. Je vais donner un exemple. L'énergie et l'alimentation. Alors l'alimentation, je pense que c'est assez classique. Si tu produis local, de saison, etc., ça fait sens. Je n'ai pas besoin de développer, je pense qu'il y a plein de gens qui en parlent. Et l'énergie, en fait, on s'est dit, c'est quoi le meilleur moyen de chauffer la maison puisque on a froid? Eh bien déjà, de l'isoler. Est-ce qu'on a besoin de chauffer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir à un système thermique de la maison qui, par elle-même, a moins besoin d'être refroidi l'été et a moins besoin d'être réchauffé l'hiver? Donc déjà, un des champs qu'on a investi beaucoup, c'est la restauration de semasses. Et certains nous ont dit, mais pourquoi vous avez acheté pour rénover? Pourquoi vous n'avez pas plutôt construit une maison neuve, passive? Et parce qu'en fait, depuis des années et des années, on n'arrête pas de grignoter sur les terres agricoles et sur les espaces naturels. Donc on s'est dit, on va partir de l'existant et justement on est capable d'avoir des téléphones cellulaires, on est bien capable de restaurer des maisons en amenant une valeur ajoutée très très forte sur la gestion thermique, sur redéfinir l'architecture de la maison. Donc là on s'est dit, on travaille l'isolation de la maison. Et ensuite, pour revenir à l'alimentation, on s'est dit, ah ouais, donc quand même, si on a quand même des besoins de chauffe, ben on va faire au bois, parce que si on fait avec autre chose, on n'a pas d'interrelation avec l'écosystème. Si tu fais au gaz, à l'électricité, à la biomasse, etc. Alors, si tu prends la biomasse de chez toi, oui, mais je veux dire, si tu prends des pellets, par exemple, et des granulés, tu peux pas le faire toi sur l'écolieu. Donc, tu as un flux extérieur. Tu n'es déjà plus en interrelation. Tu retombes dans le commerce. Que couper son bois, même si aujourd'hui, pour équilibrer le temps, parce qu'on pourra venir sur la question du temps qui est très compliquée, on utilise une tronçonneuse, à terme, on peut imaginer refaire de la pierre polie et tailler ton arbre. Ouais. Mais on a encore une solution, on peut aller encore plus loin. On peut ne plus avoir besoin de hache, je vais en parler. Donc du coup, on s'est dit, ok, on chauffe au bois. Et du coup, on s'est dit, bah, on chauffe nos aliments au bois. Et là, on était content, on a fait, ah bah ouais, quand on cuisine, ça chauffe la maison. Donc, d'un coup, deux fonctions, principe de permaculture. Sauf qu'à un moment, c'était encore plus simple. Pourquoi on chauffe nos aliments? Bien vu. Une habitude. Le cliché qu'on a un peu tous en tête. Le feu après le silex, on cuit, etc. qu'on nous montre beaucoup. Mais c'est pas l'essentiel de ce qu'on a fait, en fait. Et du coup, en fait, ça change tellement au niveau culturel qu'il y a une partie qui, là, waouh, manger des crudités tout le temps, je vais pas pouvoir. Et même moi qui suis convaincu de ça, bah, t'as tellement une habitude ancrée culturelle et puis t'as tellement la relation sociale qu'on s'est accordé, on a dit ok, ben tous les midis c'est crudité et le soir on se fait un plat plus classique. Et du coup, qui nécessite du feu. Alors, on est en transition, on a du feu et on a de moins en moins d'électricité, mais on a encore un peu de gaz d'électricité et on fait au feu. Je te dis, on est chemin faisant. Oui, chemin faisant, mais c'est ça non, mais c'est pas grave parce que ce qui est intéressant, c'est que si tu te dis quoi qu'il arrive que le matin et le midi tu manges froid, bah, tu as divisé par 2, voire par 3 ta consommation déjà de bois. Ouais, et tu la multiplies par 365 en un an, cette économie, et tu la multiplies par les 10 personnes qui vivent dans l'écolieu. C'est ça, en plus. Un petit geste, mais parce que tu penses structurel. Tu vois, souvent les gens viennent chez nous en disant « Ah ouais, vous avez encore un four électrique. » Oui, ça nous embête. « Ah, et pourquoi vous ne faites pas du solaire ?» Et parce que le solaire, c'est super. C'est mieux que l'électrique, c'est clair, mais tu as encore besoin d'une industrie aluminium. Et puis demain, je mange avec madame. Les enfants sont en vacances, les copains sont pas là. Il te faut un petit four solaire.
Demain, la bande d'Avin, ça arrive avec toute la clique de limite, on fait une grosse stuff et tout, tu vois, et il te faut sortir un gros four solaire. Et puis, aujourd'hui, il faut planter des arbres. Et sous les arbres, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, c'est pas si simple. Alors après, tu peux imaginer, pareil, cuisson à bois. Il te faudrait 5 fours différents. Tu vas pas faire chauffer un gros four quand tu es à 2, et par contre, quand tu es 50, nous, on a déjà été 100 sur l'écolieu, faut charbonner. Quand tu manges du cru, le problème est réglé. Il y a l'approvisionnement alimentaire, oui, non, bien sûr, mais le problème est réglé. Ouais. Okay. Et du coup, en fait, notre particularité, c'est ça. C'est de s'autoriser à fracturer nos silos, nos habitudes, et ne pas tomber dans les facilités de se dire « Ah, ça y est, on a l'énergie solaire. Ah, ça y est, on met des panneaux solaires, tout ça. Oh, c'est bien, mais allons plus loin. Le but, c'est qu'à la fin, on soit comme des animaux civilisés. » Mais c'est un peu ça, ce qui est dit aujourd'hui en fait, c'est de toujours trouver des substituts, toujours faire autre chose, toujours rajouter. Là, vous êtes dans les faits littéralement contraire. C'est est-ce qu'on a besoin de ça fondamentalement? Non, on n'a pas trop besoin. On arrête, on réduit. Maintenant, comment ça se traduit par exemple sur d'autres choses? Vous produisez votre alimentation? En partie pour le moment, mais petit à petit de plus en plus. Quel pourcentage plus ou moins? Aujourd'hui, on a 35% à peu près, en comptant l'accueil des stages. Si on compte que l'équipe à l'année, on est à peu près à 60%. 60%, donc les gens viennent aider au travail de la terre, vous récoltez. Il y a combien de personnes dans l'écolieu? 10 à l'année. 9 exactement, mais comme on a souvent quelqu'un qui passe, on arrondit. D'accord, mais vous êtes à 40%, parce que c'est beaucoup de choses qui se sont perdues, et puis aussi, il ne faut pas oublier, on est dans une société aujourd'hui où toute l'obésité à l'échelle mondiale monte, partout, c'est-à-dire qu'on surproduit. Donc là, en fait, on se retrouve dans un cas où on mange ce qui est nécessaire, j'imagine. L'idée, c'est pas de s'empiffrer, même si c'est pas on est gourmand aussi. De se faire plaisir à des moments. Vous avez quoi comme légumineuses, légumes, arbres fruitiers, tout ça? Alors, un point déjà, c'est que de base, on a récupéré, nous, on a décidé de se mettre en montagne, à la source, là où l'eau est bonne. Ouais, exact, ouais. Il n'y a pas de PFAS. Il n'y a pas de PFAS. Alors, bien sûr, il peut y avoir des pluies acides, etc., mais l'eau, elle passe par la roche, et là où on est, il n'y a pas d'industrie. Ça, c'est clé. Mais qui dit montagne, dit versant. Qui dit versant, dit agriculture en terrasse. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Donc, nous, avant de faire de l'agriculture, c'est pour ça que pour le moment, on n'est pas encore à 90% d'autonomie en regard du commerce, voire à 100%, parce que déjà, il nous faut remonter des traversiers. Ensuite, cultiver, on voit dans le modernisme la plante et la semence. Quand tu rentres vraiment dans l'agroécologie, c'est-à-dire que tu introduis la science de l'écologie dans l'agronomie, tu tiens compte donc de l'interrelation de ta semence et de ta plante avec l'environnement. Et tu te rends compte que la clé, c'est le sol. Et quand tu étudies le sol, tu te rends compte que la clé, c'est le système eau-climat. Et donc, au fur et à mesure, tu vois, on a commencé agriculture bio, agroécologie, permaculture, donc l'architecture de ton espace. Là, on rentre dans la syntropie, c'est-à-dire un système forêt, on va dire, et l'hydrologie régénérative. On en vient à se dire, ah tiens, les castors dans la nature, ils refondent les cours d'eau qu'ils étalent, et ça complexifie le cours d'eau, donc ça crée beaucoup plus de résilience dans la gestion de l'eau. Et en fait, nous, on en est là. C'est-à-dire que on est encore en train de mettre en place le design de la nature, de la structure naturelle, pour après pouvoir mieux cultiver. Parce que si on veut éviter le tracteur, on n'a pas de tracteur, on n'a pas de motoculteur, on utilise de temps en temps des outils thermiques, comme la tronçonneuse, des choses comme ça, des fois une mini-pelle. On s'était interdit, mais je peux te raconter cette anecdote. On faisait tout à la pioche, à la pelle, et on a fait un petit calcul avec la machine. Et on s'est rendu compte que sur les 8 hectares, si on continuait à tout faire à la pioche, à la pelle, à 5 personnes gaillardes, on mettait 34 ans rien que pour remettre... C'est ouf. Sans faire les murs, sans manger, sans faire d'animation pour équilibrer ton budget, sans venir répondre à l'invitation de Vince à faire une interview 34 ans. Donc on s'est dit, on va utiliser le pétrole. Et ce que je trouve génial dans cette particularité, c'est que ce grain de folie qu'on a, il nous permet de dire aujourd'hui, l'urgence, c'est pas la voiture électrique. L'urgence, c'est la redéfinition des besoins selon les territoires, et s'il y a du pétrole à mettre, c'est dans les tracteurs, les mini-pelles, pour la réorganisation des écosystèmes. C'est la voiture, moi aujourd'hui, franchement, je m'en sers pour amener mes gamins à l'école si vraiment ils ont loupé le bus, ce qui est rarissime. Je m'en sers surtout pour les activités, parce qu'on ne veut pas exclure nos enfants, on n'est pas une secte, on reste très ouvert
au monde et on veut que nos enfants aillent faire des activités socio-culturelles. On veut pas, c'est pas parce qu'on pense avoir raison que les autres ont tort. C'est-à-dire que moi je crois plus à ce modèle industriel, etc. Mais aujourd'hui j'en suis dépendant et ça n'empêche pas que les gens qui y soient restent des belles personnes, des gens adorables, gentils. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas, ça y est, t'as trouvé un truc, t'as raison et les autres c'est débile. Et donc c'est là où je vais dépenser du pétrole en fait. En termes de société, je pense qu'il est urgent qu'on repense l'organisation des territoires parce que nous, on voit que c'est pas la voiture dont on a besoin le plus. C'est le camion pour transporter les matériaux qu'on n'a pas encore sur place, qu'on n'a pas réussi à réinjecter dans la nature. Comme il faut refaire des sols, il faut ramener de la biomasse, donc il y a des transports à avoir. Et ensuite, il faut restructurer le design de la nature. Donc des trucs comme la tronçonneuse, la mini-pelle, des choses comme ça, c'est essentiel. La voiture, on peut la partager. Nous, on a une voiture pour 10, ça marche très bien. Juste un truc. Je t'en prie. Vous avez pensé à la monnaie locale? Oui. Mais. C'est quoi le grand mais? Le grand mais, c'est que la monnaie locale, évidemment, c'est hyper intéressant parce que ça te détache des banques, ça te met un pas de côté par rapport au système mondialisé autour des devises. Et donc, quand il y a des attaques sur des devises, toi, tu peux avoir une certaine résilience. Mais souvent, ta monnaie locale est indexée à l'euro. Oui, c'est un comparatif à quelque chose. Ouais. Et ensuite, la difficulté, c'est que pour le moment, et c'est toujours le problème des démarrages, des passages à l'échelle de projets comme ça, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les gens soient salariés en monnaie locale. Et que l'ensemble de ton écosystème, en tout cas une partie, un seuil suffisant de ton écosystème commerçant soit en monnaie locale. Nous, après, donc du coup, moi je m'étais investi sur la monnaie locale, puis après j'ai un peu pris du recul parce que je trouve que c'est beaucoup d'énergie pour le moment peu d'impact. Alors des fois, tu as des zones où il y a un tel maillage de proximité entre les gens que ça marche. Par exemple, je pense au Pays Basque avec le Schco. Ouais. Mais il y a beaucoup de monnaie locale où... J'en connais beaucoup qui ont fait de toute façon en Belgique parce que c'est pas évident aussi, il y a la construction culturelle autour. T'as des animaux dans l'écolieu? Alors des poules, oui. Donc j'imagine... Enfin, des animaux domestiques, parce que des animaux sauvages, on en a plein. Ah, vous avez quoi comme animaux sauvages? Ah bah on a tout, à part le loup qui est pas encore passé, mais qui est dans les environs. Voilà, on a du chevreuil, du sanglier, on a des écureuils, on a tout ce que tu peux... Enfin, tout en fonction des écosystèmes présents dans les Cévennes. Et en domestique? En domestique, des poules. Ouais. Des chats, ce qui peut être un peu... Pour les poules, quoi, ils vont chasser les poules ou... Non, c'est que le chat, c'est l'animal domestique et que ça pose des questions sur la biodiversité. Ah, comme ça, oui. Je sais que il y a un vrai problème dans les villes. Bon, c'est pas systématique, mais les chats mangent des oiseaux et donc, il y a tout. Bah, nous, ils peuvent manger, du mulot, etc. Mais après, il y a ça aussi, c'est que, tu le disais très bien, on a des habitudes, on a des cultures et on a des équilibres, notamment psychologiques. Tu me posais la question, c'est un cas intéressant. C'est que on arrive avec nos bagages et du coup dans l'écolieu il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour sur les chats et qui est très distant des humains par une certaine forme de médiocrité devenue de notre société. Ouais. C'est quelqu'un qui a vécu dans un quartier très populaire et qui a été agressé en tant que femme, emmerdé par rapport à son identité, par rapport à son style. Et au milieu de la pollution, du béton, où quand elle ouvrait les fenêtres, son horizon c'était un mur. Non, mon Dieu, c'est dystopique. Et du coup, beaucoup ça, en fait. Et du coup, voilà, sa nature, son petit côté sauvage, c'était son petit félin, son chat. Donc maintenant qu'elle est dans la nature, elle comprend le principe de la tension entre les chats et la biodive, mais il y a encore une construction psychologique qui est importante. Et donc c'est ça aussi, il faut que l'écolieu, comme tous ces projets, je pense qu'il faut qu'on soit radical, mais pas fasciste. Dans le sens qu'il faut aussi accepter des fois des contradictions avec une certaine mesure. Ça veut pas dire que ça fait pas débat des fois au sein de l'écolieu, mais qu'il faut aussi accepter parfois que on est en transition, on est chemin faisant et ça doit nous donner l'énergie pour aller plus loin. Alors comment ça fonctionne maintenant dans une véritable transition? Tu vis dans une ville, tu sais que tu es dans un système déjà énergivore, en empreinte d'énergie, de matière. Des gens qui nous regardent là et qui se disent, bon, tu sais quoi, j'ai envie de faire mon écolieu. C'est quoi les grands conseils? Et j'en connais beaucoup. Je crois que chaque année, je reçois tous les mois, je dois recevoir des messages sur Limite de gens qui me disent, j'ai quitté mon bullshit job, j'ai changé de truc.
et qui se lancent comme défi de s'occuper d'une ferme. J'en ai qui m'envoient des photos depuis leur ferme. D'ailleurs, si c'est votre cas, que vous avez changé de vie et que vous entendez ce message, commentez, dites-nous un petit peu quel a été votre chiffre, d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites. Et j'en connais plein qui travaillent, qui font du woofing, qui travaillent dans des fermes. J'en ai rencontré en Suisse il y a pas longtemps, un Français qui fait le tour et ça fait 1 an qu'il est dans une ferme et qu'il aide à tout faire, il a tout appris sur place. Comment est-ce que ça fonctionne si demain quelqu'un se dit, tu sais quoi, je revends mon appart sur Paris, sur Bordeaux, et l'argent que j'ai, avec tout le monde, on achète des grands terrains et on fait pas qu'un truc pour nous, on fait un truc pour la communauté, pour les territoires. Parce que si tu vas avec 5 personnes et que tu ouvres ta ferme, et que tu te dis, tu sais quoi, je vais faire des carottes bio localisées, c'est génial pour les gens autour, quoi, tu vois. Comment ça peut fonctionner, ça? Pas comment ça peut fonctionner, mais quels sont les bons conseils pour démarrer? Et après, une autre question, donc je t'en fais 2. Comment est-ce que tu fais un tour d'écolieu et comment tu transitionnes la ville là-dedans? Je dirais, comme pour toute chose, apprendre. Parce que tout va vite et il faut ça. Il y a beaucoup de déçus qui reviennent à la ville. Hein. C'est ça. Et ça s'est déjà produit dans les années 70. Hein. Oui. Internet est né de ça, un peu. Hein. Il y a eu la partie militaire pour les boucliers anti-missiles, il fallait des systèmes d'information complexes, gérer de la donnée, on a créé Internet, mais il y a aussi pourquoi il y a eu un succès, c'est qu'il y a eu toute la vague hippie qui est partie à la campagne, un peu inspirée par les Indiens qui avaient été massacrés en mode les pauvres à juste titre, et on va se mettre nus dans la nature pour le faire un peu vulgairement au raccourci. Et puis c'était tellement dur, la grosse claque sociale et écologique, qu'ils sont repartis en ville, mais ils avaient toujours ce rêve de village planétaire. Et ils se sont embarqués dans Internet. Un livre à lire aux sources de l'utopie numérique, de Fred Turner, qui explique très bien ça. Donc oui, c'est difficile, c'est très difficile à tous les niveaux. Et du coup, mon premier conseil, et qui, moi, m'a armé c'est, j'avais pas la capacité d'acheter pendant longtemps. J'ai acheté à 42 ans. J'ai eu cette chance de pouvoir acheter au bout d'un moment. Et souvent, on me dit, ah ouais, mais toi, t'es propriétaire. Moi, j'étais pas propriétaire. Mon père a été décédé. Ma mère, elle gagnait pas grand chose. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est une belle invention, le woofing. Hein. À l'époque, ça n'existait pas, mais ça a été le principe. J'ai appelé une ferme. Comme je m'étais séparé avec mon ex-compagne, je savais qu'il y avait une ferme qui m'inspirait pas loin. Pour tout dire, c'était la ferme de José Bové, quelqu'un que j'estime énormément. Et du coup, j'ai appelé, bonjour, je sais pas faire grand chose. Par contre, j'ai des bras et une tête. Ah viens. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et oui, je pense que des principes comme le woofing... Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut passer du woofing, qui est je voyage, en échange de quoi je file des petits coups de main et j'apprends, mais qui a certaines limites. C'est que si tu files des petits coups de main, le fermier va pas te filer des responsabilités, c'est normal. Et ensuite, là, on parle de ferme. L'écolieu, c'est tout. C'est l'habitat, c'est l'énergie, c'est gérer ton temps, c'est gérer la forêt, gérer la flotte, gérer l'agriculture. C'est beaucoup de taf. Hein. Et pour moi, il faut maintenant, je pense, t'évoquais le Real Madrid, je pense qu'il faut qu'on se mette dans l'état d'esprit que face à l'urgence écologique, on n'a plus d'autre choix que d'être les superstars du foot de l'écologie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne des ninjas de l'écologie. C'est dur ce qui est en train d'arriver. Et moi, ça fait 25 ans que je suis dedans. Je pense qu'on peut me mettre dans pas mal de situations écologiques. A priori, j'apporterai quand même pas mal de valeur avec ma tête et mon corps. Mais franchement, je me sens tellement un bébé à 4 pattes. Parce que on a un héritage incroyable au niveau des sciences, au niveau de l'organisation sociétale, etc. Mais à l'inverse, on s'est tellement déconnecté du vivant que même biologiquement, on n'est plus adapté. Et culturellement, on ne sait plus faire. Les dernières générations de paysans, on pouvait leur faire des reproches. Ils ont tué les loups, ils ont tué ceci. Ouais, mais bon, moi, quand j'ai eu des rats la première fois, oh les petits rats, quand ils m'ont tout défoncé mon stock de bouffe, et que tu penses à la santé, que tu te dis, mais attends, ça pisse et ça gît ce truc. Là, du coup, tu te dis, ah ouais, les anciens, c'est pas pour rien qu'ils ont éclaté la tête de pas mal d'espèces. Et quand tu te dis, maintenant, on va faire que les rats rentrent pas là où il y a la bouffe, mais sans les tuer, vas-y. Et là, tu peux mettre ton génie humain. Donc, ce que je veux dire, c'est que on pense pas à tout ça, mais ça va aller sur la maladie. Tu veux faire du blé, tu parlais du blé. Si ton blé, il fermente mal, ça fait le LSD. Alors, le LSD, quand il est maîtrisé, c'est cool. Mais quand il n'est pas maîtrisé, t'y restes. Et en fait, t'as le scorbut et toutes ces conneries. Et puis, tu vas avoir les puces. Tu vois, avec le mouton, t'as les puces. C'est la nature, en fait, pour moi, elle est aussi idyllique
que ce qu'elle est violente. Et j'assume le mot violent. Elle n'est pas violente comme un champignon nucléaire, c'est certain. Oui, mais on a tendance à l'idéaliser. C'est ça. L'harmonie de la nature. C'est ça. En fait, non, c'est une lutte, c'est une compétition. C'est ça. Moi, si la ville moderne n'avait pas cette finitude au regard de la biosphère, on reste dedans. C'est ça. Vas-y, si ça abîmait pas mon corps de manger McDo, pourquoi? Pour 10 balles, je mange un double, tu vois, si ça faisait pas souffrir les animaux, tu vois ce que je veux te dire? Pas de changement climatique, pas de Donc en fait, comme aujourd'hui on est face à une destruction massive, je préfère la nature. Et en fait, ce qu'il y a de magnifique, c'est que c'est tellement compliqué que quand tu trouves une solution, c'est là où t'es heureux, t'es pas joyeux, t'es waouh. Tu vois, des fois, il y a des gens qui me disent, mais comment t'arrives à tenir avec cette pression que t'as d'être quelqu'un informé, conscient et qui partage ce message qu'on va dans le mur? Je dis, bah, parce que le matin, moi, je sors de mon lit, je suis déjà sur mon lieu de travail qui est en fait mon lieu de vie. C'est un art de vivre. Je ne travaille pas, j'œuvre. Je n'échange pas mon temps contre un salaire. Chaque jour, je suis un animal mammifère qui apprend à soigner mon écosystème. Mes gestes, si je les fais bien, ils me servent et ils servent la vie autour. Mais quelle puissance, quelle flatterie. Tu sais, quand tu dis, ouais, t'es fier, moi je suis devenu patron, j'ai créé ma boîte, je gagne bien mon argent. Bravo, il faut être brillant pour le faire. Quand je vois la forêt dans l'état où elle est et qu'elle est en train de se régénérer et qu'elle est en train de créer de la biodiversité parce que mes petites mains et ma petite tête ont participé à ça, là, là je me dis, c'est moi, je suis un petit Zidane. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas les autres qui m'applaudissent dans un stade. C'est j'ai l'impression que les arbres, tu vois, quand je les vois, je me dis, c'est mon stade. Tu sens que tu as un véritable mérite. Qui n'est pas juste dû à, oui, si t'es arrivé à tel niveau, t'es devenu patron, CEO, bon, il y a peut-être un déterminisme de tes parents, il y a peut-être un déterminisme de ton éducation qui ont fait que tu maximisais, pas toi-même, mais que tes conditions sociales ont maximisé les chances que tu deviennes CEO, patron, directeur général, et que malgré tout, dans la méritocratie, t'es en mode, oh, j'ai trop réussi. Et que ça te fait du bien, mais au fond de toi, tu sais que tout le monde autour de toi a accompli la même chose, mais toi, c'est vrai que c'est particulier. Toi, c'est particulier. Enfin, je mets ça en avant parce que je connais d'autres personnes qui, effectivement, au Sénégal, j'en connais même en Amazonie, qui font des trucs extraordinaires avec le vivant, où toi, t'es en mode, quoi, t'as fait ça tout seul. J'ai eu la chance de partir en Amazonie il y a 3 ans, où j'ai rencontré effectivement dans des villages où c'est pas de l'autonomie encore, hein. Et leur autonomie est retirée par la ville qui, graines transgéniques, acheter nos téléviseurs 4K. Si vous voulez acheter un téléviseur 4K, vous devez aussi avoir de l'argent. Comment tu as de l'argent? Tu rentres dans le système. Alors que de base, dans les territoires protégés, dans certains territoires, il n'y a pas de loyer. Il n'y a pas d'argent. On ne demande pas d'argent. Tu construis ta maison tout seul. Comment? Tu vas choper le bois. Véridique, je les ai vus faire. Hein. Ils vont dans la forêt, ils chopent le bois. Hop, pas de machine, hein, donc c'est tout à la main, tac, 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 une planche, tac, 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 une planche, on met sur pilotis au cas de monter des eaux. Moi, je trouve ça ouf, parce que je dis, mais t'as construit ta maison toute seule. Il me dit, ah non, c'est mon père, et je l'ai aidé à faire avec mon père, et mon père est décédé, et là, ça fait un truc, parce que tu dis, mais gars, t'as fait ta maison toute seule, et en plus de ça, tu t'occupes de tout, je sais pas comment, tout seul. Et pour lui, c'est normal, mais tu sens bien que, tu sens que c'est quelque chose que l'humanité a fait longtemps, quoi. Et tu sens que ça lui provoque un feeling qui fait qu'il y a une connexion, une sorte de respect. Et quand je parlais avec eux, on disait ouais tiens, vous avez besoin d'un accès à l'eau, d'accès à l'eau, etc. Parce ils avaient besoin de pluie pour accéder à l'eau. Et ils disaient oui, mais ça c'est secondaire qu'on ait de l'eau. Le plus important, c'est que ce qu'on va installer ne perturbe pas le cycle où on est. Et moi je dis les gars sont dans un schéma de pensée. C'est très sage. Incroyable. Au début, tu sais quoi, j'étais le gars de la ville, je me suis foutu de leur gueule pour rigoler, je me suis pas moqué d'eux, mais j'étais en train de dire, on leur ramène un puits, moi je vais bosser, leur donner un puits, et ils sont en mode, ouais, on va voir où est-ce qu'on va le mettre. Mais après, quand je discute plus en profondeur, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais ça rejoint ce que je te disais vis-à-vis du corps. Je sais pas s'il exprime comme moi je l'exprime, c'est des cultures certainement différentes, mais de ce que je crois comprendre de l'ethno, c'est que justement, nous, on est très rivés sur nos prénoms et notre mémoire en tant qu'individu. Et en fait, tu vois, c'est ça que je trouve qui est merveilleux quand tu rentres dans tous ces procédés, c'est qu'après, tu te rends compte que tout est mouvement, en fait. Et tu vois, quand je te dis que moi, je tripe, que ma forêt, c'est mon stade, c'est parce qu'en fait, je sens que, tu vois, c'est vraiment... On va mettre le mot interdépendance ou interrelation, mais en fait, il y a un flux constant.
Ça me nourrit, je les nourris. Donc en effet, je peux comprendre, parce que en plus c'est drôle, je peux même l'illustrer, c'est qu'on vient de finir une étude en hydrologie régénérative sur l'écolieu et qu'on s'est justement posé la question, attention, on met où les mares? On met où les petites retenues d'eau pour ralentir le rythme de l'eau? Parce que à chaque fois, soit on peut faire effet levier, soit au contraire, on peut créer du déficit. Oui. Et c'est une responsabilité en soi, et je trouve que c'est hyper sage. Pour moi, c'est ça la sagesse, en fait. C'est vraiment de prendre cette complexité, d'essayer d'amener ta pierre à l'édifice, mais pas que pour toi, pour vraiment servir le vivant. Et je voulais aussi rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est ça qui est dramatique, t'as raison, vous voulez la télé, ben, il faut créer des semences, etc. Dans le latin, le divertissement, ça vient de divertere, qui veut dire se détourner d'eux. Ah. Et c'est là où je questionne, qu'est-ce que la liberté? Est-ce que la liberté, c'est de jouir de divertissement, ou est-ce que la liberté, c'est de pouvoir s'émanciper dans l'existence? J'aime bien le silence, parce que je pensais que tu allais continuer, hein, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce petit moment de silence. Si tu avais un conseil... Tu m'avais laissé, pardon, une question oui, sur la ville. Sur la ville, maintenant. Comment tu transitionnes une ville réellement en dehors de cette notion de la transition énergétique / écologique qui est donnée par Emmanuel Macron, par exemple ou... La ville, c'est un vrai problème. Ouais. La ville et la campagne, comme on disait tout à l'heure, ton maïs, il est plus en ville. Donc il faut voir que dans nos villages, tu as aussi des gens qui vont être complètement organisés autour de la grande distribution et du loisir. Et tu peux avoir des gens en ville qui, en effet, vont faire leur taf parce qu'ils ont des enfants ou ils pensent avoir, à juste titre, des responsabilités vis-à-vis de la société et qui sont très justes. Je pense qu'il y a, par exemple, je sais pas moi, l'électricien qui dit « Ouais, mais moi, je permets que les gens aient le courant électrique. » Alors nous, avec du recul, on va dire « Ouais, l'électricité, mais pour le moment, je porte encore des lunettes et j'utilise encore l'électricité. » La transition, elle est d'aller au bout de ce que je défends philosophiquement. C'est compliqué parce que je crois qu'il y a ta vision de la transition qui fait que, ok, en cas de rupture, essayons de vivre avec la meilleure, pas autonomie, de nouveau, c'est pas le bon mot, mais en tout cas... La meilleure écologie. La meilleure écologie. Alors moi, je parle de niche écologique humaine. Ah ok, d'accord. En fait, quand tu étudies une espèce, tu vas étudier ce qu'on appelle sa niche écologique. Ouais. C'est-à-dire l'ensemble de ses comportements dans ses relations avec ce qu'on dit les facteurs abiotiques, donc non vivants, ouais. La luminosité du soleil, la chaleur, l'humidité, l'ombre, la qualité du sol, acide, basique, etc. Tout ça, c'est des facteurs dits non vivants, facteurs abiotiques. Et ensuite, tu as les facteurs biotiques, les facteurs vivants, donc les autres espèces vivantes. Et donc, tu vas étudier une espèce en disant, ok, c'est quoi l'ensemble de ses comportements par rapport à ces facteurs-là, et c'est quoi donc qui définit cette espèce? Ah bah tiens, telle espèce agit comme ça, tac tac tac, a telle habitude, et dans tel écosystème, elle va utiliser l'ensemble de ses possibilités de sa niche écologique ou pas. Et en fait, l'humain, aujourd'hui, on est la seule espèce vivante à ne plus occuper une niche écologique. On occupe une niche commerciale, on n'occupe plus une niche écologique. Alors, il ne faut pas mélanger avec la niche du chien, ça n'a rien à voir. C'est plutôt comme, dans l'entrepreneuriat, on va dire, ah, t'es sur quel secteur d'activité? Ah ben, j'ai trouvé une petite niche commerciale. Je vois très bien. J'ai une petite place dans le marché mondial, moi j'ai ma petite niche. Et ben la niche écologique, c'est ta petite place dans l'ensemble des écosystèmes de la biosphère. Et donc, le renard a sa niche écologique, la martre a sa niche écologique, la filante de Montpellier a sa niche écologique. Et aujourd'hui, nous l'humain, comme on est dans une niche commerciale, on n'a plus de niche écologique. Et du coup, moi j'aime bien dire ça, c'est en effet parler de niche écologique, et plus d'autonomie. Un conseil... La transition de la niche commerciale à la niche écologique. Pardon, je t'en prie. Non, c'est moi. Un conseil pour les personnes qui, en termes de lecture, en termes de meilleure connaissance des fondamentaux de l'écologie. Ah, la Bible, le guide illustré de l'écologie de Fichesser et Fichesser, et le deuxième nom, je ne sais plus. Bernard Fichesser. Le guide illustré de l'écologie. Tout y est. C'est hyper bien illustré. Les chapitres sont complets et chaque fois, ça démarre sur des notions très simples, écrit un peu en gros et après, c'est écrit en plus petit si tu veux aller plus loin. Et déjà, ça, vraiment, pour la base théorique. Comment est-ce qu'on visite ton écolieu? Il suffit de... Et comment il s'appelle? Etica Mondo. Etica Mondo avec un O, puisque la Terre est ronde. C'est de l'espéranto, ça veut dire un monde éthique. La langue internationale, l'espéranto. C'est ça. Et l'idée, c'est, voilà, connectons-nous. Justement, on a la chance d'être avec des communications mondialisées pour le moment. Profitons-en pour renourrir le vivant
et justement transitionner vers la vie, tout simplement. Et donc nous, notre crise, c'est de dire l'éthique, c'est ce qui stimule les civilisations. C'est en fait chaque civilisation passée avait de l'éthique. Aujourd'hui, on trouve rétrograde le modernisme ou le bof. Mais en fait, si les gens agissent comme ça, c'est que eux, ils ont leur schéma éthique. Donc tout est dirigé par l'éthique, on va dire. Enfin, tout est inspiré par l'éthique plutôt que dirigé. Et du coup, on a décidé de s'appeler Ethica Mondo. On est basé dans les Cévennes, dans le parc national des Cévennes. Il faut savoir que les parcs nationaux, c'est le plus haut degré de protection des écosystèmes. Et du coup, c'était hyper intéressant. Nous, on est dans ce qu'on appelle la zone tampon. Donc, c'est un degré moindre, mais avec une politique orientée sur la protection de la nature. Et c'était intéressant de se dire, justement, là où il y a de la biodiversité et des enjeux majeurs en termes de préservation de la nature, comment nous, on peut arriver avec nos gros sabots d'humains néo-modernes et faire en sorte qu'on arrive pas à pas, au fil des saisons, puis au fil des années, à redevenir des animaux, c'est-à-dire justement à ne plus avoir besoin du système argent, de refonctionner qu'avec l'ensemble des interrelations, tout en améliorant la biodiversité. Et sur la question de la ville, pour finir, parce que notre électricien, on peut avoir des gens qui vont être sur des travaux polluants, mais qui vont être de belles personnes et qui, dès qu'elles peuvent, vont partir dans la nature. Je crois que c'est un peu comme si on avait demandé à l'Empire romain de devenir chrétien. Ça va pas se faire en claquant des doigts. C'est parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont devenir chrétiens, qui vont en repartir dans la nature, et un jour tu vas avoir un empereur comme Constantin qui va mettre le christianisme comme religion d'État. Où je crois qu'il l'a toléré. Je sais plus s'il l'a toléré ou s'il a mis, mais ça va évoluer comme ça. Ou alors tu vas avoir en effet les médecins qui, au moment de la peste, vont commencer à agir, et pendant tout le 16e siècle, 17e siècle, vont se cacher parce que s'ils dissèquent des corps, ils sont traités, ils sont hérétiques et ils vont au bûcher. Faut pas oublier ça. Hein. Ça a été. On ouvrait un corps à l'époque. Tu finissais au bûcher. Et Montpellier, t'avais tous les Genevois qui allaient à Montpellier. Il y avait des échanges. Et ils disséquaient les corps pour essayer de comprendre la biologie. Et du coup, en fait, les gens ont avancé. Et après, l'évidence était là. Donc, j'aimerais qu'on arrive au niveau institutionnel à changer les choses. Ça irait tellement plus vite. Mais je peux comprendre aussi qu'un entrepreneur... Je le vois déjà rien qu'avec Ethica Mondo, qui est une association, la pression qu'on a au niveau économique. Parce que sans avoir besoin de beaucoup d'argent, pour le moment, non, on n'est pas encore pleinement dans l'interrelation. Et ensuite, le but, c'est pas de rester isolé, c'est de le partager. Donc, il faut des moyens, il faut du temps pour ça, et du coup, il faut un minimum d'argent. Et du coup, c'est compliqué, je pense, aux plus hautes sphères, de composer en disant, t'imagines Macron, imaginons qu'il joue le jeu et qu'il dise mesdames et messieurs, en effet, il y a un dérèglement climatique, il y a une chute de la biodiversité, et il y a des pollutions majeures, et voilà, notre feuille de route, déjà... comme on a cramé un peu tous nos délais, dans les 5 prochaines années, on va tout faire pour qu'on arrive à ce qu'il y ait finalement un seul immeuble électrique par quartier pour brancher des ordinateurs partagés. Mais t'imagines, tu déstabilises la sécurité de la nation. Donc je pense que c'est ça la problématique, c'est qu'on est tellement lancé dans le truc que... En fait, on a tellement industrialisé nos sociétés au point qu'on s'organise à l'échelle de 67 millions de Français. Il n'y a que les termites et les fourmis pour réussir ça. Et du coup, je pense que c'est à tout un chacun. C'est à tout un chacun. On a les élus qu'on mérite, vulgairement parlant. C'est tout à chacun de créer la fracture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mon avis, le but du jeu, c'est plus d'acheter végan, bio, local. Il faut le faire quand t'achètes. Mais il faut aller plus loin. Ça, tu fais ton petit sport le dimanche. Il faut qu'on accepte tous de rentrer dans le centre intensif de formation du Real Madrid, parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'être champion du monde. Et là, on n'est même pas en concurrence avec les autres humains. Toutes les équipes, on est ensemble. Notre adversité, c'est notre propre avenir. Et c'est dépasser le présent pour construire l'avenir. Et du coup, je pense que c'est ce que nous apprend l'écologie. Il n'y a pas d'espèce sans écosystème. Et la ville a créé un non-écosystème. La ville, avec sa richesse culturelle, il faut reconnaître ça, elle est monospécifique dans la culture. C'est la richesse culturelle des humains. Tu prends quelqu'un d'urbain, tu le mets dans la nature, il va s'ennuyer parce qu'il a pas d'amis. Il comprend pas le langage des arbres, c'est normal. Moi, si tu me mets dans un pays dont je maîtrise pas la langue, je vais m'amuser parce que je suis hyper curieux, mais je vais rien comprendre au début, tu vois. Il faut apprendre la culture pour y être bien. Et je pense qu'aujourd'hui, l'élan, si on veut changer la ville, c'est tout simplement de réapprendre à vivre avec la nature, donc d'aller vivre dans la nature. Par contre, je crois qu'à terme, on sera capable de constituer, comme les termites, comme les fourmis,
des rassemblements humains qui seront plus autant concentrés, parce qu'aujourd'hui on crée beaucoup de béton à un endroit qui a un véritable métastase au niveau de la ville, parce que je suis désolé, le sol, il n'y a plus rien qui vit. Le sol de Paris, elle est où toute la biodiversité bactériologique, tous les champignons, il n'y a rien, c'est du béton, c'est mort. Et le truc, c'est que par contre, de se reconnecter à la nature, de retrouver une niche écologique, pourquoi on n'arriverait pas comme les abeilles, les fourmis, les termites, toutes ces espèces qui arrivent à créer des civilisations avec des millions d'individus sur des milliers de kilomètres carrés, mais qui génèrent, qui aggradent l'environnement, qui génèrent de la biodiversité et de la biomasse. Et quand tu vois les termites qui font leur construction ventilée, tu fais, mais elle est où leur école des mines? Elle est où? C'est où Polytech, là? Tu vois? Et c'est des bébêtes, c'est des bestioles, c'est des petits insectes qui te font des systèmes de ventilation ultra complexes. Eux y arrivent et pas nous. On va me faire croire aujourd'hui que ce que je raconte, c'est de l'utopie, que c'est impensable de quitter la ville. Alors que que les feux sont en alerte avec Los Angeles, qu'on n'arrive même pas à maîtriser un incendie avec toutes nos plus hautes technologies. Donc, je pense qu'il faut aller... Le 1, ouais, c'est vraiment de tout ce qu'on peut avoir comme temps de loisir, le foutre le mettre, l'investir dans l'apprentissage. C'est quoi l'écologie? L'apprentissage théorique, l'apprentissage pratique. Aller faire du woofing, mais carrément aller faire du stage, voire aller faire du volontariat. Nous, chez Etika Mondo, on le dit, on aime beaucoup le woofing. Si vous faites du voyage, faites du woofing, mais viens pas chez nous pour faire 4 heures par jour. Nous, on n'est pas dans cette conscience-là. On n'a plus envie de ça. On a envie, ouais, de faire 8 heures, 10 heures. Quand tu kiffes la musique, tu prends ta guitare, tu la déchires, ta guitare, tes doigts saignent parce que tu kiffes la musique. Mais là, on traduit ça par du travail. Ah non, le travail, c'est à l'usine. Moi, j'ai traduit ça par de l'œuvre. Quand l'artiste, il est avec son tableau, il regarde pas ses heures. Ça, c'est le graphiste qui fait son taf pour la boîte de com. Je crois pas que comment il s'appelait l'Italien là qui a fait Vinci. Je pense pas qu'il regardait sa montre. Il partait sur son délire. Michel-Ange, il regardait pas la montre. Me fais pas croire que Jésus il regardait la montre. Tous les passionnés, même Elon Musk, il le dit, il faut pas regarder la montre. Alors lui, du coup, il s'enrichit sur le dos des autres. Le problème, c'est de s'enrichir sur le dos des autres. C'est pas la passion, le problème, c'est de s'enrichir sur le dos des autres. Et du coup, moi, je pense que le premier conseil que je peux donner aux urbains, c'est ouais, mais fracturez votre vie, votre existence, et allez pas faire 3 heures chez un fermier en vous disant ah ça y est, il m'exploite. Dans ces cas-là, tu t'es trompé de ferme. Si tu vas dans une ferme où ton travail est pas rémunéré, que les gens s'engraissent, tu t'es trompé en effet de ferme. Oui, voilà. Mais il y a plein de gens qui galèrent dans la nature en termes matériels, qui ont besoin de gros coups de main et où tu vas apprendre. Et vas-y, et n'aie pas peur. Et si demain tu sens que la personne s'enrichit sur ton dos, va-t'en. Mais toi, tu auras appris énormément de choses. Va apprendre. Et une fois que tu as appris, alors là, si tu as les moyens économiques d'acheter, go. Si t'as pas les moyens, trouve le bon groupe. Tu cherches tes amis, tu cherches à faire un couple, ou on cherche toujours les bonnes relations. Bah là, c'est la même chose. Mais une fois que t'es formé, te lance pas dans un achat collectif avec des gens que tu connais pas plus, si t'as pas l'habitude de gérer du collectif, que t'as pas l'habitude de gérer la nature. On est pris par l'urgence, mais il faut pas confondre vitesse et précipitation. Et là, c'est la partie plus sécurité de ma famille. Jamais l'armée, jamais un corps de gendarmerie, jamais les pompiers, etc. ne vont intervenir sans formation, sans analyse de la situation, sans un plan opératoire, même s'il y a des vies en danger. Pourquoi? Parce que si tu te précipites, tu génères encore plus de dégâts. Un pompier qui agit sans écouter sa hiérarchie ou un militaire qui part au fond sans écouter la hiérarchie, il est mort. Du coup, tu as encore plus de morts, tu as encore plus... Sauf si c'est Schwarzenegger ou Stallone. C'est les vieux construits américains, genre qui partent tout seuls. Et voilà, ouais, bon. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Faut se former très vite, faut y aller. Il faut devenir des ninjas. Et quand tu as ta ceinture noire, rejoins un écolieu. Il y en a déjà plein qui ont besoin. Et si tu as les moyens, go. Pourquoi pas acheter? Et c'est là où on va désengorger les villes, refaire vivre les campagnes, refaire battre ces endroits où cette fois-ci, au lieu de faire juste des cultures collectives, on va intégrer la biodiversité. Et du coup, on va aussi se décarboner parce qu'on est tous là. La décroissance, le pétrole, il y en a marre. Vas-y, enlevez les machines. Et je peux te dire que ton corps, il prend vite parce que j'ai évoqué mes années rock'n'roll où je me mettais en l'air. Ouais, là j'arrive à la cinquantaine, ça va, je tiens encore la route. Et je peux te dire que ouais, pour 50 ans, ça va, je suis pas mécontent. C'est physique, moins de machine, c'est ton corps, il le sent passer. Voilà. Et tu dors profond. C'est ça. Et je vois les jeunes qui viennent là, il y en a un, ça fait 5 ans qu'il est chez nous, il est sec, mais il t'aligne. Émilie, ma compagne, petit gabarit. Une fois, on a un copain, 1m80, 2 fois mon volume plein de muscles.
Ils ont sorti les pioches, et comme nous, on n'a pas de sol, pas beaucoup de sol, c'est tout de suite la roche. Donc, bam, une pioche et tout. Au bout d'une demi-heure, le gars s'arrête, il s'assoit, il regarde Émilie continue, il lui dit je bug là. C'est quoi là? Je suis pas. Mais c'est ça qui est merveilleux. Je suis pas macho, c'est pas que t'es une femme et moi un homme, c'est que t'es un petit gabarit, tu m'exploses physiquement. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est l'adaptation. On est capable de s'adapter à ça. C'est hallucinant. Surtout nous, les valides. Parce que des fois, les gens ont peur en mode « Ah ouais, mais… » Parce que le problème, c'est que dans l'histoire, le retour à la nature, ça a été aussi les jeunesses hitlériennes. Il faut l'assumer. Et ils avaient compris ça, parce que malheureusement, l'Allemagne nazie, c'était pas Hitler le fou qui a dit « Ouais, à mort les juifs ». Ça aurait pas marché, ça marchait pas. C'est parce qu'il y avait des cerveaux intelligents qui parlaient de l'évolution humaine, comme quoi ils avaient cette vision que depuis la nuit des temps, les espèces qui arrivaient sur… les évolutionnistes de l'époque… Ils avaient compris qu'il y avait des espèces qui disparaissaient, des espèces qui naissaient, mais ils voyaient quelque chose de linéaire. Ils voyaient pas quelque chose d'écosystémique. Donc pour eux, l'humain étant arrivé en dernier, c'était l'espèce la plus évoluée, puisqu'il y avait un système, déjà il y avait des os, puis il y avait un système nerveux, avec un cerveau très évolué. Et comme chez les primates, nous on développe de la technologie, on était supérieur aux primates. Donc ils partaient du principe que les civilisations développées étaient supérieures aux civilisations non développées. Et du coup, ils voyaient des races humaines. Aujourd'hui, biologiquement, ça a été démonté. Et écologiquement, c'est démonté. C'est-à-dire que non, il n'y a pas une race supérieure aux autres, puisque espèce il y a, alors sous-espèce humaine, peut-être, on peut dire, c'est-à-dire sous-espèce, ça veut pas dire moins bien. C'est comme tu vas dire, il y a telle espèce et il y a telle et telle sous-espèce. Par exemple, il y a les cétacés. Dans les cétacés, tu as différentes espèces et sous-espèces. Et du coup, en fait, ce principe d'espèce, c'est parce que tu vas avoir une telle adaptation à un milieu que tu peux en venir à des pigmentations de la peau ou des pigmentations de la peau, des personnes plus ou moins grandes, plus ou moins petites, plus ou moins sèches, plus ou moins, tu vois, si tu prends quelqu'un un esquimau ou un pygmée, c'est pas les mêmes corps, ça reste des humains, mais qui se sont énormément adaptés au milieu. Et si en effet il y a un métissage, il va y avoir une évolution par rapport à l'environnement. Mais écologiquement, il n'y a pas de problème à ça, il y a toujours eu des populations en mouvement. Donc en fait, la philosophie politique nazie de l'exacerbation de races avec des races pures et impures, c'est du pipeau. Ça a toujours été un métissage et un mélange. Ça doit se casser la gueule. Par contre, là où ça fait pas totalement tort, c'est qu'en effet, surtout si tu es valide, si tu restes dans ton canapé à bouffer des pizzas, à fumer en regardant la télé, même si à l'époque il n'y avait pas la télé, ou peut-être il y avait déjà la télé, grosso modo que tu fais rien de ta vie. Années 50 quand même, je crois. C'est ouais, ou la radio, à l'époque tu avais la radio. Si tu fais rien de ta vie, tu vas abîmer ton corps et tu vas abîmer ta génétique. Oui, voilà. Que si tu stimules ton corps et ta biologie. Après ça, que ce soit eux qui l'ont dit, parce que bon, voilà, mais je crois que c'est. Oh, c'était bien avant, mais disons qu'ils l'ont exacerbé. Avec cette image de la domination, de la violence. Et du coup, souvent, moi, quand les gens pigent ce que j'amène en philosophie, souvent ils ont peur en mode ah ouais, mais t'es pour le retour de la loi du plus fort. Non. Non, attends, on se calme. Dans la nature, il y a des phénomènes de loi du plus fort, c'est existant. Mais la nature, elle est tellement multiple que tu as aussi le phénomène du plus intelligent. Parce que l'araignée, elle est forte en quoi, l'araignée ? Elle est forte en faisant des toiles d'araignée, donc elle est hyper stratège, l'araignée. Tu vois, le petit oiseau qui va se faire bouffer par le premier faucon qui passe, il est moins fort, pourtant, il peut survivre. Darwin n'a jamais dit c'est la loi du plus fort. Il n'a jamais dit ça. Le néo-darwinisme a mal interprété Darwin. Darwin, il a dit c'est les espèces qui s'adaptent qui sont les meilleures. Et on le voit dans notre société. Aujourd'hui, justement, il y a des gens qui créent des projets et qui arrivent à créer des systèmes de domination juste parce qu'ils sont plus malins. Donc en fait, la loi du plus fort, elle est aujourd'hui, elle est revenue, et la force est ailleurs, elle va être dans le capitalisme, par exemple, si tu as beaucoup de capitaux, tu as de la force, tu as du pouvoir, tu as du commandement. Dans la nature, oui, ça peut exister la loi du plus fort, mais pas que. Tu as aussi, du moment que tu arrives à t'adapter, tu existes. Et du coup, mon cri, c'est un peu ça, c'est justement, si on veut se détacher vraiment d'une civilisation qui a du pétrole, du nucléaire, même les panneaux solaires, il y en a qui critiquent la faisabilité de la transition, je suis assez d'accord avec ça. Le fait est, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Nos corps. Et nous, on a double enjeu. On a l'enjeu écologique, d'arrêter de détruire la planète, et on a l'enjeu solidaire, justement parce qu'on ne veut pas une société exacerbée qui, pour survivre, va éliminer tous les plus faibles. On a envie d'une société épanouissante parce qu'on sait que quelqu'un qui peut être faible dans son corps peut être puissant dans sa tête. Quand je vois justement les Jeux paralympiques, mais le jour où tu es triste, tu regardes ça, tu dis mais waouh, la patate que ces gens ont, la leçon qu'ils me donnent, tu vois, c'est eux les coachs, Et justement, il faut que nous, on ait cette capacité parce qu'on est valide, parce qu'on est solidaire. Et je pense il faut urgemment aller en ce sens-là. Merci Boris. Merci à toi. Très complet les amis. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire.
N'oubliez pas de liker, vous abonner. C'était un moment merveilleux. Le nom, encore une fois, c'est Etika Mundo. Etika Mundo. On met les liens en description, on viendra te voir. Soyez les bienvenus. Tu connais déjà Noé de la chaîne. Qui est venu, qui a eu le courage de faire le stage, justement. Exactement. Et qui s'en est très bien sorti. Et qui va retourner avec une caméra, hein Noé? Bien sûr. Voilà, puisque c'est aussi ça notre mission, c'est de montrer qu'est-ce qui se passe dans les territoires. Tu as un dernier petit mot à ajouter? Oui, si tu me permets, on a été capable de créer des pyramides, et aujourd'hui on n'arrive pas à les expliquer. On a été capable de bâtir des cathédrales, c'est merveilleux comme c'est beau. On a été capable d'envoyer des fusées dans l'espace, donc en fait on est capable. Il faut dépasser nos peurs, et individuellement et ensemble on est puissant. Et la reconnexion à la nature, c'est ça la véritable intelligence collective. C'est combien justement, on parle de biomimétisme dans la mécanique, mais d'aller comprendre comment fonctionne un arbre, petit à petit on comprend un peu comme s'il y avait un langage en fait. Et cette intelligence collective, elle est incroyable et on est capable, on va y arriver. Et quand bien même c'est foutu, bah c'est là où si on est amené à mourir, on est les héros de notre propre histoire. Peu importe que nos noms n'existent pas dans l'histoire, on s'en fout de l'ego, puisque le moi s'arrête pas à notre corps. Ce qui est génial, c'est cette puissance existentielle. Donc, ouais, c'est une belle histoire, je pense. Et le drame qu'il y a autour de nous, c'est fait pour nous aider à renaître dans cette pleine confiance de nos capacités. Et comme ces grands sportifs, comme ces érudits artistiques, comme ces philosophes qui ont changé le monde, on est capable de le faire. Faisons-le, c'est trippant. J'ai beaucoup parlé des problèmes, mais c'est tellement épanouissant. Moi, je suis sorti du suicide de mon père, je me posais des questions là-dessus. Aujourd'hui, j'ai été capable de dire à mes enfants, si demain la vie me dit stop par accident, vous pouvez pleurer peut-être mon départ, mais ne pleurez pas ma vie. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai réussi ma vie. Parce que je suis aligné avec mon existence. Et ça, c'est puissant. Merci Boris. Merci à toi Vince de partager ce message. Incroyable. Likez, commentez, abonnez-vous. Le Tipeee, vous savez très bien, c'est vous les producteurs de ces émissions sur les mythes. Et à très bientôt, justement, sur les mythes. Ciao tout le monde.